super. Je vous laisse vous installer. N'hésitez pas à prendre un café et à vous asseoir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Perle Bagot, associée fondatrice du Hub Institute. Je suis ravie de vous accueillir et l'ensemble des équipes du Hub Institute sont ravis de vous accueillir ce matin au Hub Lab, qui est le lieu du Hub Institute, dans lequel on organise très régulièrement et on réunit notre écosystème et les différentes communautés sur différents sujets. Et effectivement, depuis quelques mois maintenant, on a été de plus en plus sollicités sur des sujets de cybersécurité. Et pas par des experts de la cybersécurité dans les entreprises, mais au contraire dans plutôt côté business ou côté métier, avec on sent une sensibilisation de plus en plus forte à ces sujets-là, et donc on s'est dit très bien, on va faire un premier petit rendez-vous, on va réunir en tout cas une première partie de cet écosystème pour accompagner les métiers qui ne sont pas les métiers de la cyber dans l'entreprise, donc les directions marketing, les DRH, les directions financières ou les directions plus techniques, pour mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de cybersécurité. Non, ce n'est pas juste le terrain et la chaise gardée du RSSI, mais c'est une prise de conscience, une culture, des pratiques, des process qui doivent être mis en place pour l'ensemble de l'entreprise. Et c'est effectivement de manière générale la mission du Hub Institute, c'est, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, c'est vraiment de pouvoir accompagner finalement les dirigeants par secteur d'activité. Donc on a une forte présence de membres dans le retail, mais aussi dans la finance, que ce soit aussi dans la santé, dans le luxe, mais aussi par métier, donc les métiers du marketing, les métiers des RH, les métiers de la data, de la supply chain, etc. Et de pouvoir accompagner finalement l'ensemble de ces décideurs sur la compréhension des tendances doubles, transformation digitale et transition durable, considérant que ces deux piliers-là sont aujourd'hui centraux, en tout cas deux jambes solides sur lesquelles l'entreprise doit s'appuyer pour poursuivre sa croissance et continuer à se développer. Et donc pour ça, on a ces différentes communautés, on a des événements qui permettent de réunir ces décideurs. On a aussi toute une activité formation, donc l'idée c'est d'aller un cran plus loin que ce qu'on peut partager dans le cadre des conférences et de dire, en fonction du niveau de maturité ou de la problématique de l'entreprise, de pouvoir aller un petit peu plus loin. Et je vous parlais justement des membres, donc on retrouve tous les grands secteurs globalement présents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, finalement, c'est aussi intéressant de regarder ce qui se passe dans d'autres secteurs qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc, si vous êtes, par exemple, dans le secteur de la finance, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans le retail ? Qu'est-ce qui se passe parfois dans la santé ? Qu'est-ce qui se passe dans le tourisme ? Parce que, on le voit, l'évolution du marché fait que les frontières sont de plus en plus poreuses et que les concurrents d'aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes demain. Et donc, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se fait dans d'autres secteurs, de prendre des bonnes pratiques, de prendre des projets, des initiatives, des technologies, des innovations qui ensuite que vous pouvez utiliser dans votre métier ou dans votre secteur ou pas. Mais d'avoir cette ouverture d'esprit et cette compréhension de l'évolution du marché. Donc on essaie de croiser aussi tous ces secteurs. Et puis, pour pouvoir tout au long de l'année apporter de l'analyse, apporter justement du décryptage, on a différents supports, notamment la Hub Review. Je vous invite à en prendre une à votre départ, avant de partir. Pareil, donc ces reviews qui sont thématiques et dans lesquelles vous allez retrouver beaucoup de témoignages qui ont eu lieu généralement dans le cadre des événements du Hub Institute, des conférences qui reprennent un petit peu ce qu'il faut retenir, des témoignages, des tendances. On couvre aussi beaucoup d'événements internationaux. Le CES à Las Vegas sur l'innovation, Viva Technologies cette année. Et d'ailleurs, il y avait il y avait quand même pas mal de choses. Je trouve qu'il y a une grosse évolution justement sur les innovations en termes de cybersécurité. Et puis en parallèle, il y a aussi ces rapports qui permettent d'approfondir soit des secteurs en particulier, donc par exemple le rapport sur le retail, ou soit sur des problématiques métiers ou sur des sujets de fond comme la data et l'IA qu'on a sorti en mai dernier. Donc et tout ça, ce sont des assets qui permettent, en tout cas, qui sont dédiés aux dirigeants pour leur permettre d'évoluer tout au long de l'année.
Alors, effectivement, aujourd'hui, la salle est un peu hétéroclite, donc il y a des gens qui seront certainement très experts de ces sujets de cybersécurité, pour qui ça va être un peu le b.a.-ba d'évoquer certaines notions, et puis pour d'autres, justement, et c'est quand même l'objectif de ce matin, c'est d'arriver à sensibiliser sur ces sujets-là. Et donc effectivement, quand on parle de cybersécurité, le sujet c'est d'en faire finalement l'affaire de tous et de se dire dans cette démarche comment en fait je protège l'ensemble, comment je mets en place des process, des outils qui vont vraiment permettre de protéger la performance, la compétitivité de l'entreprise à tous les niveaux et dans tous les métiers. Et effectivement, plus de 77% des entreprises n'ont pas établi justement de plan d'intervention et sont souvent finalement sur la défensive quand il y a une attaque, c'est déjà trop tard, plutôt que effectivement d'être plutôt en offensif et donc finalement d'être préparé avec des plans très définis et d'être bien accompagné. Et l'accompagnement est l'un des sujets quand même très importants sur le sujet de la cybersécurité. Ce qu'on voit, c'est que tous les grands acteurs technologiques ont investi quand même assez massivement ces dernières années et ont des plans d'investissement très importants justement sur la cybersécurité. Donc là, par exemple, on a Meta, donc Meta, Facebook, qui a investi plus de 13 milliards de dollars dans la cybersécurité. Apple qui développe son propre écosystème et ses propres solutions pour protéger à la fois les devices mais aussi les logiciels. Microsoft, bien sûr, qui a un plan sur jusqu'en 2022-2027, budget de 20 milliards de dollars pour justement améliorer toute la sécurisation de l'écosystème. Amazon, bien sûr, qui est toujours dans la course sur tous ces sujets-là. Et puis, effectivement, Google, qui prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans le développement de solutions de protection. Donc, on voit que tous ces grands acteurs de la tech investissent assez massivement, à la fois pour protéger leur propre environnement, mais aussi ceux de leurs clients. Et donc, la prise de conscience doit être là. Peut-être pour rappeler, je vais pas tous rentrer dans le détail des différentes, en tout cas, attaques ou typologies d'approches malveillantes envers l'entreprise. On parle beaucoup d'intelligence artificielle générative ces dernières semaines et ces derniers mois, et typiquement, les deepfakes font partie des attaques potentielles. Et effectivement, avec la capacité à créer du contenu à tout va, de manière extrêmement réaliste, fait exploser ou en tout cas doit vraiment être dans l'esprit des dirigeants sur l'explosion des deepfakes. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qu'il y a aussi, donc malware as a service. Donc là, c'est le business en fait tout autour des attaques, le cyberespionnage, et donc finalement, l'identification de toutes ces menaces doivent être faites et doivent être anticipées au sein de l'entreprise. Et l'importance, effectivement, pour l'ensemble des collaborateurs d'avoir cette conscience de ces risques est important, puisqu'on sait que le principal, finalement, la principale faille, c'est la faille humaine. C'est-à-dire, généralement, c'est l'attaque et rentre dans l'entreprise par le collaborateur qui clique sur un mauvais lien, qui télécharge un mauvais dossier. Et finalement, c'est comme ça que les attaques rentrent dans l'entreprise. Donc, d'où l'importance, et c'est ce sur quoi on veut vraiment travailler au Web Institute, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement des métiers qui ne sont pas les métiers de la cybersécurité, mais qui pour autant portent le business au quotidien de l'entreprise et gèrent les opérations pour limiter un maximum ces risques. Et puis effectivement, comme on fait un peu toujours ce travail de veille, si on regarde les différentes technos ou en tout cas les différentes innovations, on a beaucoup parlé de la blockchain ces dernières années. Effectivement, c'est un réseau de sécurisation, et notamment quand on parle de Web3, quand on parle aussi d'environnement Web3, métavers, etc. La blockchain est un des éléments clés, puis c'est ce qui va vraiment permettre de sécuriser sur toute la chaîne de valeur. Et on voit d'ailleurs les acteurs du luxe qui ont investi eux-mêmes, même d'ailleurs, et qui ont créé un consortium entre concurrents pour pouvoir développer leur propre blockchain et donc finalement sécuriser toute la vie du produit, l'authentification, l'acte de propriété, l'entretien, etc., etc. Et donc de sécuriser finalement l'authenticité du produit. Snowpack, qu'on avait vu notamment au CES sur le stand de Dassault de mémoire. Je suis presque sûr que ce sont des Français, qui effectivement qui permettent en fait aux utilisateurs d'être anonymisés
d'être anonyme sur Internet via justement des réseaux en fait qui sont complètement dont l'information circule entre ces réseaux, mais qui est anonymisée. Il y a tous les sujets aussi effectivement de cryptage des données. Et puis on a vu aussi une innovation, je crois que c'était sur Vivatech, autour d'hologrammes en 3D qui permettent, voilà, encore une fois, le cryptage très sécurisé de données. C'était très succinct. L'objectif, c'était plutôt de donner des éléments très rapidement de contextualisation. L'idée, c'est vraiment de rentrer plus spécifiquement en profondeur avec nos différents intervenants sur de quoi on parle, pourquoi c'est important, quels sont les impacts, comment appréhender, comment former, comment accompagner à court terme, à moyen terme, puisque généralement, c'est des investissements qui sont assez importants et il faut avoir cette vision de l'entreprise et des enjeux de cybersécurité. Donc on va pouvoir en parler sur ces 2 heures de matinée. Et pour ça, je vais appeler sur scène pour la première table ronde, donc enjeux de la cybersécurité pour la performance et la compétitivité de l'entreprise. Et donc je vais appeler sur scène à me rejoindre Virginie Duby-Muller, donc députée de la Haute-Savoie, et Nicolas Arpagian, vice-président de Headmind Partners. Merci à tous les deux d'être présents avec nous ce matin. Peut-être ce que je vous propose avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que je peux me permettre de vous demander de vous présenter et peut-être en vous présentant de nous expliquer comment vous en êtes arrivé au sujet de la cybersécurité, à la fois dans vos 2 parcours respectifs qui sont finalement très différents et pour autant on est ensemble ce matin. Bien, merci pour cette invitation. Bonjour à tous. Donc, je suis députée de Haute-Savoie, j'en suis à mon 3e mandat. J'étais membre de la commission culture, éducation et désormais membre de la commission des affaires économiques. Et je travaille beaucoup sur les sujets numériques, qui est un vaste sujet, qui est transversal, puisqu'on retrouve le numérique quasiment partout. Et j'ai d'abord travaillé sur ces sujets par le prisme de la culture, notamment la question des droits voisins, du partage de la valeur avec les plateformes. Et puis, je suis allée aussi sur d'autres sujets en lien avec le numérique, la question de la souveraineté numérique, la question de la cybersécurité. Donc, je fais partie du groupe d'études à l'Assemblée nationale qui traite de ces sujets, qui est évidemment un sujet majeur en lien justement avec la souveraineté. Je fais partie aussi du Conseil national du numérique. Donc, c'est pas forcément le sujet sur lequel on travaille en ce moment. On travaille d'ailleurs beaucoup sur l'intelligence artificielle et qui donne lieu d'ailleurs à de nombreuses auditions sur ce sujet vraiment d'actualité. Mais voilà un petit peu comment je suis venue sur ces sujets, sachant que voilà, on a eu des attaques extrêmement importantes qui ont augmenté à la fois en 2021, qui ont un petit peu eu tendance à baisser en 2022. Sur des entreprises, bien sûr, mais aussi sur des collectivités et également des hôpitaux. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on connaît la sensibilité des données de santé et les blocages que cela a pu générer sur ces établissements. Donc, en tant qu'élus, en tant que législateurs, évidemment, nous avons un rôle important à la fois pour donner un cadre et une régulation, mais aussi à la fin de sensibiliser la population qui est parfois éloignée de ces thématiques, mais qui est souvent malheureusement victime aussi d'un certain nombre d'attaques malveillantes. Merci Nicolas. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Arpagian, donc je suis actuellement vice-président d'un cabinet français qui fait à peu près 1500 consultants avec des activités en IA précisément, sur la transformation numérique et également évidemment en cybersécurité. Alors moi j'y suis venu, alors c'est pas le droit avec la production normative de la parlementaire qui est Virginie, l'idée c'est d'avoir par la criminalité. En fait j'ai toujours, me suis aperçu, en tout cas j'ai analysé puisque j'ai créé des enseignements à l'école militaire et j'enseigne toujours à l'école nationale supérieure de la police et à l'école de la magistrature. En fait, les criminels sont des entrepreneurs comme les autres. C'est-à-dire qu'ils cherchent à optimiser leurs gains, réduire leurs risques. Et à chaque fois qu'il y a eu une technologie, prenez le télégraphe de Chappe, c'est-à-dire le premier moyen de communication à distance, j'ai commencé à documenter que oui, 2 ans et demi après son invention,
il a été documenté qu'il a été utilisé pour des opérations de délit d'initié. Pourquoi ? Parce que quand l'information allait plus vite que les marchands qui se rendaient de foire en foire, et donc vous pouviez par une information façonner la tendance du marché, puisqu'il y avait un décalage entre la circulation de l'information et la vitesse de déplacement des vrais acteurs opérationnels du marché qui procédaient aux achats et aux ventes. Et donc c'est sûrement intrinsèque à l'identité ou à la personnalité humaine que à chaque fois qu'il y a un outil de concevoir effectivement ces problématiques malveillantes. Et donc la question, ça va être de combiner 3 dimensions. La technologie, parce qu'effectivement elle est au cœur des problématiques. Le droit soit pour protéger, pour encadrer des activités, voire pour interdire ou limiter certaines autres. Et puis enfin la question de l'économie, parce qu'on est dans un univers où dans l'expression de l'autorité, pour l'essentiel de la vie, c'est vrai que l'État, alors quel que soit le régime juridique, mais l'État avait le privilège de l'encadrement de la plupart des activités. Et c'est vrai que ce qui est significatif dans cet univers numérique, c'est qu'on se retrouve avec des acteurs, et ceux que vous avez mentionnés dans votre introduction sont extrêmement intéressants. Pourquoi ? Parce que certains d'entre eux, il y a 10, 15, 20 ans, n'existaient pas dans ceux que vous avez présentés là. C'est-à-dire qu'ils n'existaient pas même en termes de concept. Ensuite, ce sont des gens qui vont avoir des puissances financières capables de conduire des investissements comparables à ceux des États, et également qui vont avoir une production normative. En clair, là où le droit, la définition d'un État, c'est le droit qui s'applique à une population rassemblée sur un territoire. En fait, pour qu'il y ait un État, il faut ces 3 composantes. S'il manque une de ces 3 composantes, il ne peut pas y avoir d'État. S'il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas d'État. S'il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'État. Et s'il n'y a pas de territoire, il n'y a pas d'État. En fait, on s'aperçoit que les enseignes que vous avez présentées là, elles ont un territoire, alors soit des réseaux, des infrastructures, des serveurs, elles ont des habitants, des populations, c'est les utilisateurs que nous sommes, et elles ont du droit, des conditions générales d'utilisation. Et donc on se retrouve avec en fait les composantes d'un État. Et donc un État, il doit gérer des problématiques économiques, certes, sociales, certes, quoique ce n'est pas leur priorité concernant ces grandes firmes, mais des problèmes de sécurité. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où on va confier de plus en plus de choses, de nos vies personnelles, professionnelles, administratives, financières, médicales, scientifiques, à ces univers-là, cet univers numérisé, se pose la question de la sécurité et donc de la durabilité des environnements numériques. Alors effectivement, tu viens de l'évoquer, on est rentré avec l'accélération de la transformation digitale des entreprises, mais plus globalement finalement de notre vie, dans une économie qui est extrêmement tournée vers la donnée. C'est d'ailleurs finalement l'âge d'or, c'est ça qui a de la valeur. Dans cette économie de la donnée, c'est là où on va retrouver justement des risques de captation de cette donnée, de propriété de cette donnée. Et donc peut-être pour couvrir, en commençant assez large, de quoi parle-t-on quand on parle de risque, quand on parle de cyberattaque dans cette économie de la donnée ? De quoi parle-t-on ? Virginie ? Effectivement, aujourd'hui, ce qui a beaucoup de valeur, c'est la data, ce qu'on appelle parfois l'or noir d'ailleurs, du numérique. Aujourd'hui, elles sont particulièrement exposées et ça fait partie, je dirais, des risques justement en matière de cybersécurité. Les attaques, elles peuvent porter sur différentes choses. Ça peut être des usurpations d'identité, ça peut être la mise à mal des systèmes d'information et ça peut être sur le détournement de données qui vont ensuite être sur le dark web et qui ont finalement une très grande valeur qu'aujourd'hui on ne marchandise pas forcément, mais qui évidemment, une fois volées, peuvent avoir une grande valeur pour certaines entreprises. J'évoquais tout à l'heure ce qui s'était passé à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 données qui ont été consultées. Alors des choses un petit peu étonnantes, par exemple, sur des résultats, sur des analyses de personnes. Donc là, effectivement, c'est très grave, mais ça peut être aussi utilisé à d'autres fins, par des laboratoires ou autres, évidemment pour des recherches scientifiques. Même si à côté de ça, par exemple, on a des choses tout à fait régulées avec le Health Data Hub, qui là aussi sont vertueuses pour participer à la recherche. Donc effectivement, ces données, finalement, c'est elles qui ont énormément de valeur. Aujourd'hui, les entreprises ont aussi l'obligation de les déclarer via le RGPD auprès de la CNIL. Et donc, si vous êtes victime de ce genre d'attaque, c'est aussi la CNIL qu'il faut rapidement contacter pour qu'elle puisse aussi vous accompagner.
Et elle-même, justement, met en avant que dans 80% des cas, ce sont ces données qui sont volées pour être utilisées ensuite et revendues, évidemment, par celles et ceux qui se les sont appropriées. Et puis redire quand même qu'une cyberattaque, le coût médian, c'est environ 50 000 €. Donc pour une entreprise, c'est pas évidemment un coût anodin. Et c'est aussi une perte moyenne de 27% de chiffre d'affaires. Donc ça oblige aussi évidemment à une prise en compte en amont pour bien préparer bien sûr ces attaques, pour éviter d'avoir des vulnérabilités, pour être toujours en recherche de solutions technologiques, parce que derrière le coût peut être énorme à la fois d'un point de vue financier, sans parler du blocage et de la perte des données, et là qui a une valeur, j'ai envie de dire, quasi inestimable. En fait, parce que par rapport au panorama des menaces, alors c'est évidemment, elles ont chacune des noms, elles ont des caractéristiques, mais globalement, il faut garder à l'esprit 3 dimensions qui peuvent être problématiques en termes de cyber-insécurité. La première chose, ça va être la question de la disponibilité des systèmes. En fait, nous avons une économie numérique qui est un peu comme l'électricité, c'est-à-dire qu'on apprécie qu'en appuyant sur le bouton, ça fasse ce qu'on attend, c'est-à-dire, en principe, d'éclairer la pièce. Dans les services numériques, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va lancer une requête, on va consulter son compte bancaire, on va vouloir accéder à son système de messagerie, on va vouloir d'ailleurs pouvoir lire un message, enfin bref, ce pourquoi l'outil est conçu, faire en sorte que ça fonctionne. Donc la question de cette disponibilité, elle va être prioritaire, et donc évidemment nos attaquants vont essayer de faire en sorte d'entraver cette disponibilité en rendant inaccessible un site internet, un système de messagerie. On parle de déni de service. Donc globalement, c'est tout moyen d'attenter à la disponibilité, soit des équipements, soit des infrastructures, de la donnée, faire en sorte que quand on appuie sur le bouton, en clair, ça ne marche pas. Deuxième type de menace, en termes de grande famille, va être la question de l'intégrité. L'intégrité, qu'est-ce que c'est ? C'est s'assurer que quand vous avez une somme sur votre compte bancaire, que ce soit bien la vraie somme. Alors si elle est majorée, peut-être tant mieux, mais si elle est minorée, c'est problématique. Que quand vous avez une recette dans un processus de production industrielle, que les ingrédients soient les bons ingrédients, que les températures des mixtions soient les bonnes, etc. Et donc la question de l'intégrité va être très importante, de manière également que quand on va faire tourner, et ça va être un sujet d'autant plus critique avec l'intelligence artificielle, qu'on va faire tourner des modèles mathématiques, que les données qui servent à alimenter ce système mathématique soient bien celles en nombre, en qualité, qu'on pense avoir mises à l'origine. La question de l'intégrité, elle va être importante. Pourquoi ? Parce que elle peut créer des dysfonctionnements, des manques, des pertes, voire éventuellement des destructions de données. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que, par exemple, vous aviez des secrets de fabrication, soit on va les piller, les copier, les dupliquer, soit éventuellement les rendre inaccessibles. Et donc, quand on a des opérations, ce qu'on appelle les rançongiciels, en chiffrement, c'est une atteinte effectivement à l'intégrité de ces systèmes, puisque on va créer des dysfonctionnements partiels ou totaux. Troisième et dernière problématique va être la question de la confidentialité. Effectivement, Virginie l'évoquait dans le cas des données de santé. Une donnée de santé, c'est une donnée qui a une valeur, notamment par le caractère critique de sa confidentialité. Votre état sérologique, votre état de santé, votre caractéristique biologique, ça nous appartient en tant qu'individu. Et donc, pareil, on va avoir des notions de... Alors évidemment, la notion de secret, elle peut être suspecte pour certains. Il s'avère qu'elle est protectrice dans beaucoup de domaines. La vie privée, il y a une par nature, le secret des correspondances a été considéré comme principe. Même quand vous êtes postier aujourd'hui, si vous êtes recruté par la Poste, vous ferez le serment du postier. C'est quoi ? C'est de ne pas ouvrir le courrier, parce qu'on considère que le secret des correspondances est un élément de pacification, de paix sociale. Par contre, évidemment, le pirate, qui ne cherche pas à entretenir cette paix sociale, qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de s'introduire pour essayer de collecter de l'information, prendre un avantage stratégique, voire éventuellement, pense-t-il, révéler des choses. Et donc c'est vrai que ces 3 composantes, l'intégrité, la disponibilité, la confidentialité, vont être les 3 dimensions qu'on va chercher à préserver lorsqu'on va parler de cybersécurité. Et la palette des métiers impliqués vont être à la fois des techniciens, des juristes, parce qu'il y a effectivement de qualifier une donnée, est-ce qu'elle mérite, Virginie évoquait les données de santé, elles ont une qualification, elles ont un statut particulier. Les fameuses données personnelles ont c'est une définition de ce qu'est une donnée personnelle, même si on verra peut-être que c'est une notion qui a évolué avec le temps. Et donc on a bien une qualification, et donc c'est important d'avoir des gens qui soient à la fois techniciens, certes, juristes également pour avoir cet accompagnement, et puis après des gens d'économie pour faire que cette exploitation elle ait une monétisation, pas par
frénésie capitaliste, c'est juste vertueux qu'il y ait une création de valeur dans l'économie collective. Alors justement, dans tout ce que tu peux voir à la fois sur le marché, mais aussi peut-être chez tes clients, quand on parle d'impact, et vous l'avez évoqué rapidement, financier, mais il n'y a pas que des impacts financiers, et puis il y a des impacts directs de coûts, mais il y a aussi des impacts indirects. Généralement, c'est quand même plusieurs années avant de se remettre d'une attaque, quelle qu'elle soit. Effectivement, plus l'entreprise est grosse, plus les conséquences sont importantes. Ça veut dire quoi concrètement, en fait? Quels sont ces impacts en dehors justement de ces coûts directs? Ça peut être le blocage d'un système d'information. Alors là, je prends encore l'exemple d'une collectivité, l'agglomération d'Annecy, qui a été attaquée. Pendant 1 an, les personnes ne pouvaient plus payer les factures d'eau via le site internet de cette collectivité. Donc les conséquences ne sont pas anodines parce que à la fois ça paralyse tous les fonctionnaires qui se servaient de on ne peut plus respecter la continuité du service public. Absolument. Et derrière, ça a duré quand même plus d'1 an. Donc les conséquences sont très importantes sur la continuité évidemment de services publics, pour l'exemple que je vous cite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie? L'économie, c'est de faire en sorte qu'il y ait une création de valeur et que, alors si on parle de l'entreprise, Virginie a parlé des collectivités, c'est de faire en sorte que quand vous avez un savoir-faire, vous avez un produit, vous avez investi pour cela, vous avez fait de la recherche et développement, vous avez éventuellement eu de la chance, c'est-à-dire que vous avez trouvé une formule qui va trouver sa place sur le marché. Il est évident que vous perdez cet avantage compétitif quand vous avez une recette d'une célèbre pâte à tartiner, quand vous avez, qui pourtant a des concurrents sur le marché, mais manifestement a une singularité, de conception, quand vous avez des éléments qui sont le fruit d'une expertise acquise sur plusieurs années, un peu par sédimentation, à partir du moment où c'est rendu public, évidemment, vous favorisez les nouveaux entrants sur le marché. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent accéder à cette information et donc ne pas avoir dépensé, même si ils n'ont pas la phase d'apprentissage qui est forcément là aussi vertueuse, mais effectivement, il y a pareil sur des bases de données qui peuvent mettre du temps justement dans une économie qui a besoin de ces matériaux pour fonctionner. Ça va être effectivement des éléments de fragilisation de la valeur. C'est-à-dire qu'avant même de perte économique, c'est quelqu'un va vous dire « Ah bah tiens, cette entreprise-là, au moment où j'envisage moi d'investir dedans, j'envisage de l'acheter, la décote, prenez l'exemple de ce qui est arrivé avec Yahoo au moment de l'acquisition, on va, et aujourd'hui dans ce qu'on appelle en bon français les due diligence, c'est-à-dire que quand vous envisagez de prendre des parts dans une entreprise ou voire éventuellement d'en prendre le contrôle, vous demandez à des cabinets conseils, alors un juriste qui va dire est-ce qu'il a des contentieux juridiques ou fiscaux en latence, parce que moi je veux savoir si j'achète cette entreprise, est-ce que je vais avoir des ardoises fiscales? Est-ce qu'ils ont des contentieux par exemple au prud'homme beaucoup? Est-ce que moi je vais avoir... Et donc on a ainsi ces verticales et de plus en plus on intègre désormais le risque cyber dans l'évaluation d'une entreprise. Pourquoi? Parce que on va dire, attends, si il y a une non-conformité au règlement général sur la protection des données, ça veut dire que j'encours des amendes pouvant aller jusqu'à 4% de mon chiffre d'affaires mondial globalisé. Et puis moi, si je m'interconnecte avec cette entreprise qui va peut-être devenir ma filiale à partir de l'acquisition, est-ce que ça représente un risque? Est-ce que ça peut fragiliser par contamination mon système à moi? Et donc, on va le traduire en termes très économiques. Et troisième dimension, on l'évoque, aujourd'hui, les économies, elles sont numérisées, certes, mais interconnectées. Et c'est vrai que moi, j'ai des cas d'entreprises. Là, je pense à un grand industriel qui, à un moment, avait une cyberattaque qui paralysait son système de production. Et les dirigeants, lorsqu'on était en séance de crise, les dirigeants nous disent en réunion de crise, mais bon, on n'est pas obligé de communiquer dessus, il n'y a pas d'obligation légale. Simplement, il dit pourquoi? Parce que nos stocks sont pleins et donc on va d'utiliser les stocks pour alimenter le réseau de boutiques. Et pendant ce temps-là, ça nous laissera le temps de restaurer, pense-t-on, espère-t-on, le système de production. Et il s'avère que donc il a été obligé quand même de prévenir le sous-traitant, le distributeur, c'est-à-dire l'entreprise de transport qui, avec ses camions, allait des dépôts jusqu'au réseau de boutiques. Et la première action de ce transporteur, qui était pourtant un partenaire ancien, un partenaire, satisfait de la relation commerciale jusqu'à présent, a été immédiatement de dire « je ne veux plus, je coupe mes systèmes, je ne veux plus être connecté à vous ». Et ça s'est terminé où il a fallu qu'on installe des fax à l'entrée des entrepôts et qu'au nom de l'antériorité de la relation, le transporteur accepte de confiance que ses chauffeurs aillent à l'entrée et qu'un fax allait imprimer et qu'on allait tamponner un papier mis dans une pochette plastique et que ça allait remonter à la comptabilité pour attester de la transaction qui s'était opérée. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous faites des interactions avec des entreprises, on va vous demander de plus en plus. Aujourd'hui, l'Union européenne a adopté un texte il y a quelques jours
qui pointe l'importance des supply chain, des chaînes d'approvisionnement. En fait, une entreprise ou un État, une collectivité, n'est rarement le producteur, concepteur, distributeur de l'ensemble de son activité. Donc il va interagir avec plein de partenaires. Et c'est qu'à chacune de ces étapes, le pirate, lui, il n'a pas vocation à s'attaquer au plus gros de la bande. Il a intérêt à s'attaquer au plus faible. Et si c'était l'un des maillons de cette chaîne, et qui peut ainsi soit gagner quelque chose ou obtenir un gain politique ou d'image, enfin selon sa motivation, il va d'abord faire ce travail d'audit, d'analyse pour essayer de trouver ce maillon. Donc c'est important de comprendre qu'on a une interconnexion globale des activités, alors économiques, mais également administratives ou institutionnelles. Peut-être dans les 10 minutes qui nous restent, d'essayer de voir les initiatives qui ont été mises en place pour prévenir, pour sensibiliser, pour prévenir de ces attaques-là, de faire ce travail de sensibilisation sur les collectivités, mais auprès des entreprises. Dans les différentes commissions, justement, dans lesquelles vous êtes investis, qu'est-ce que vous avez, ce sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Peut-être quels sont les projets ou les initiatives à venir pour accompagner cette sensibilisation? Alors, effectivement, il y a pas mal d'aspects. Alors, déjà, et vous l'avez dit en introduction, une des premières failles, ce sont des failles humaines. 80% en fait du risque, il est entre la souris et le clavier. Et donc derrière, c'est tout finalement ce qu'on appelle l'hygiène informatique. C'est-à-dire ne pas cliquer sur un mail qu'on ne connaît pas, ne pas ouvrir un SMS dont on ne connaît pas l'auteur, etc. Et ça, effectivement, ça paraît un petit peu bête de le rappeler, mais c'est souvent la première cause de ces attaques qui vont derrière mettre un cheval de Troie, qui vont mettre derrière un logiciel malveillant qui va avoir des conséquences très importantes. Donc il y a tout cet aspect de pédagogie à faire en interne au sein des entreprises. Nous-mêmes, à l'Assemblée nationale, par exemple, on nous explique qu'il ne faut pas brancher nos ports USB lorsqu'on est à l'étranger, qu'il faut prendre idéalement un autre téléphone portable, qu'il ne faut pas laisser son ordinateur dans un hôtel lorsque vous n'êtes pas là. Donc, il y a toutes ces règles d'hygiène, entre guillemets, qui sont à rappeler, que vous retrouvez également sur le site de la CNIL, sur le site de l'ANSSI, etc. Ensuite, on a un certain nombre de textes, avec des textes aussi en ce moment même. Donc on a une loi qui a été votée le 3 mars 2022 là, pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques avec la mise en place d'un cyberscore. Donc là, ça permettra bien de mesurer dans quelle mesure justement ces plateformes sont vertueuses ou pas. On a un texte qui est en ce moment même en débat au Sénat et qui viendra cet automne à l'Assemblée nationale pour sécuriser et réguler l'espace numérique avec la mise en place notamment d'un filtre anti-arnaque qui vous informera si vous allez sur un site malveillant qu'il y a des risques. Donc on essaye de prévenir en amont le consommateur ou l'utilisateur. Donc on voit bien qu'au niveau national, là aussi, on essaye de proposer un cadre qui soit plus important pour, encore une fois, sécuriser, protéger. Et puis, la bonne échelle, c'est aussi l'échelle européenne. Et là, il y a tout un travail qui est fait au niveau de la Commission avec la mise en place d'une directive qui s'appelle NIS 2, qui va remplacer donc une directive actuelle en élargissant finalement les obligations en matière de cybersécurité. Aujourd'hui, c'était réservé aux fournisseurs de services numériques et aux opérateurs de services essentiels. Là, en fait, on va passer de 11 secteurs à 18, dont justement les transports, la banque, le numérique. Et il y aura un certain nombre d'obligations pour ces secteurs. Donc, Nicolas en a parlé, c'est l'obligation, par exemple, de mettre en place une cartographie des risques au sein des entreprises avec un plan de continuité en cas d'attaque. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément intégrées, qui ne sont pas forcément faites, en lien aussi avec les COMEX. Donc ça va faire partie des obligations. Le renforcement de la communication aux autorités nationales, ça paraît aussi évident que si vous êtes victime d'une attaque, il faut le signaler. Donc vous avez, selon la structure de l'entreprise, l'ANSSI, mais vous avez aussi un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Parce que l'idée, c'est aussi que si vous êtes victime d'une attaque, informer aussi d'autres potentiels acteurs du secteur que voilà, il y a une attaque qui a été faite et qui peuvent être susceptibles d'avoir le même sort. Et puis une définition des obligations de signalement. Donc là aussi, ça paraît important de signaler évidemment s'il y a eu une attaque. Donc on voit que le cadre entre guillemets européen va se renforcer à l'endroit de nouveaux secteurs, entre guillemets, de façon plus large que ceux qui étaient prévus initialement.
Et cette directive, normalement, pour nous, c'est prévu dès cet automne, l'examen. Donc, les choses avancent, mais en tout cas, le cadre sera plus approprié et doit aussi s'adapter parce que c'est souvent le problème, entre guillemets, dans le secteur numérique, c'est que les hackers, évidemment, s'adaptent en permanence, vont très vite. Et parfois, le législateur a un train de retard. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un cadre qui soit adapté et qui permette, notamment grâce à cette cartographie, eh bien, d'essayer le plus en amont possible de prévenir justement ces cyberattaques. Les entreprises sont de plus en... Enfin, il y a cette prise de conscience, il y a cette volonté, parce que ça demande quand même aussi d'investir financièrement. Dans les entreprises que tu côtoies, est-ce que tu vois l'évolution de cette prise de conscience, des mentalités Alors, il y a deux forces qui y contribuent. La première, c'est hélas l'actualité, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est documenté. Quand on commence à voir des entreprises de la même taille que la sienne, du même secteur que le sien, qui est en interaction juridique, commerciale ou technique avec soi, effectivement, ça devient une réalité tangible. La seconde, alors c'est ce que Virginie évoquait très bien, c'est-à-dire... la réglementation. Alors évidemment, en termes de pédagogie, c'est assez simple. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'une réglementation, ça fixe des obligations, ça fixe un agenda et ça fixe éventuellement un régime de responsabilité et de sanctions. Alors, c'est pas miser uniquement sur la force de conviction quand on fixe des obligations légales, mais il faut reconnaître que c'est un moyen d'harmoniser, de cadencer ce type de solution. Donc ça, c'est la version où l'autorité, alors à l'échelle nationale, avec une loi, avec effectivement la directive ou un règlement. Donc ça, c'est intéressant aussi avec un règlement pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que le règlement, vous êtes tous de fins juristes eurocommunautaires, mais la directive, il faut qu'il y ait une loi de transposition par État membre. Alors, globalement, on a une direction, on a un cap, et les modalités pratiques, opérationnelles sont adaptées, décidées par les parlements nationaux à l'occasion de lois de transposition. Donc ce qui veut dire que pour les entreprises trans-européennes par exemple, ça veut dire qu'il faut en général s'adapter sur les... Alors c'est quasiment 27 dispositifs. Alors ils ne sont pas jumeaux, ils sont cousins, mais il y a forcément l'adaptation. L'avantage du règlement, donc c'est le cas du RGPD, le règlement il s'applique à la même date sur le même texte à l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Donc ça a une vocation d'uniformisation, alors qui évidemment relativise à ce moment-là le rôle des parlements nationaux, mais en tout cas permet au moins de communautariser un certain nombre d'actions, d'harmoniser de manière plus mécanique. On a une particularité, il faut quand même la signaler, puisque il s'avère qu'on a le privilège ou le plaisir avec Edmine Partners d'être actionnaire, fondateur et administrateur d'une plateforme. C'est vrai que la cyber, qui était ce domaine émergent, comme tu l'as indiqué, a créé une initiative, enfin en tout cas à l'initiative d'un entrepreneur, Michel Vandenberg, qui a été de dire, on a proposé au gouvernement de dire, voilà, on va créer un endroit où on va réunir, et c'est vrai que c'est totalement atypique comme démarche, et c'est peut-être ce qu'il fallait dans un univers en construction, où on va réunir à la fois des grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire des grands clients de l'entreprise. On a des L'Oréal, Hermès, BNP Paribas, Société Générale, enfin vraiment des grands acteurs utilisateurs de services numériques. On a également des fournisseurs de solutions ou de conseils. On a des startups, on a des centres de recherche, on a les services de l'État, police, gendarmerie, l'ANSSI, service du ministère des Armées également, pour justement réunir. Alors il y a un côté un peu atypique à la fois dans la constitution du modèle, puisque c'est une SAS, une société par action simplifiée, où l'État est présent au capital mais de manière minoritaire, et on a ces entreprises. Alors pour être actionnaire, il faut être une entreprise ou une association professionnelle française ou européenne, enfin dans le cas des entreprises, et effectivement de se dire, voilà, on va faire cohabiter ces gens-là physiquement. Donc on a un lieu effectivement campuscyber.fr avec un lieu dans le quartier de la Défense à Paris, et surtout l'idée quand on a fait partie des fondateurs, et quand on a conçu le projet, c'était surtout que Paris ne soit pas le centre inévitable de cette activité. Je veux dire par là, c'est que si on avait le campus fait 26 500 mètres carrés, on aurait pu sûrement le faire plus grand, mais le risque aurait été d'assécher les territoires, et que là, c'est l'idée que à Lyon, par exemple, notamment dans le domaine de l'industrie, éventuellement dans d'autres régions de France, on puisse avoir également des creusets où il y ait. Alors par contre, les conditions, c'est d'avoir un tissu économique d'utilisateurs, un tissu académique et un tissu d'acteurs de la cybersécurité, mais de manière à générer des environnements qui soient ainsi mixtes ou hybrides, qui
certainement, enfin le pense-t-on, fait partie de la réponse opérationnelle. La seule chose, c'est que c'est totalement incertain comme modèle, puisqu'il n'y a pas de précédent, il n'y a pas d'autres industries ou d'autres secteurs d'activité qui aient ainsi réuni les fournisseurs, les clients, les autorités de l'État, les écoles, les centres de recherche. Mais on part de l'idée que ça fait partie de la singularité de cet environnement numérique, et donc apprécions-le en tant que tel et faisons-le vivre pour qu'il prospère. Virginie. Oui, juste pour compléter, parce que c'est vrai que le campus cyber, je pense qu'on peut en être fier. Il a été créé sur la base de ce qui s'est fait en Israël à Beersheva. Et l'idée, voilà, c'était de réunir sur le même site tous les acteurs du même écosystème. Donc à la fois... À Beersheva, il y a comme une petite teinte militaire à Beersheva liée à la situation géopolitique, et il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'utilisateurs finaux, il n'y a pas d'entreprises de cosmétiques, de luxe, de banque assurance, etc. Donc c'est la vraie singularité française, c'est d'avoir mis également des clients d'entreprises éminemment civiles. Et sur aussi les régions, on peut penser aussi à Rennes, hein, la Bretagne a beaucoup investi justement sur la cybersécurité, mais ça fait quand même le lien avec les enjeux aussi de souveraineté, y compris militaire. Et justement, on a aussi voté la loi de programmation militaire il y a quelques semaines, un budget total de 413 milliards d'euros, et 4 milliards ont été consacrés à la cybersécurité. Donc on voit qu'au fur et à mesure d'ailleurs des lois de programmation militaire, on a intégré le cyber évidemment dans la dimension militaire, parce que la façon de faire la guerre aujourd'hui a changé. On n'est plus uniquement sur l'air, la terre et la mer, on a aussi l'espace et bien sûr le numérique. Et on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine, où voilà, il y a des infrastructures sensibles qui ont été attaquées par l'intermédiaire de hackers, et on a pu voir aussi les conséquences d'un point de vue militaire. Donc au niveau législatif, ça a aussi été intégré justement dans ces grandes lois de programmation militaire, parce que les conflictualités aujourd'hui ont changé et il fallait intégrer ce risque et surtout le soutenir d'un point de vue financier. Très bien, merci à tous les deux pour cet échange introductif, en tout cas, qui, j'espère, auront permis quand même de poser un certain nombre de bases. Il mérite de rappeler qu'il y a énormément de choses qui sont faites, d'initiatives qui sont portées au niveau local, au niveau national, mais aussi et surtout, en fait, au niveau européen. Et puis, on dit souvent que la question n'est pas de se dire est-ce que je vais être attaqué en tant qu'entreprise, mais quand ? Et donc de pouvoir effectivement être plutôt dans une approche vraiment offensive, et donc de se préparer, d'avoir un plan, on l'a évoqué tout à l'heure, finalement, voilà, d'attaque, d'anticipation, qui permettront en tout cas de limiter au maximum les désagréments et les impacts négatifs que peuvent avoir une attaque. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, je vous remercie de les applaudir. Poursuivre les échanges avec Benoît Fuseau, qui est président d'Uclusif, que j'appelle sur scène. Et vous êtes d'ailleurs basé au campus cyber. Exactement. Donc le lien est tout fait. Benoît, je te laisse la scène pour nous présenter l'Uclusif et les différentes initiatives. Merci. Alors bonjour à tous. Donc moi j'ai un enjeu là, juste passer devant des orateurs brillants, donc c'est pas toujours évident. Moi je suis pas un professionnel de l'oration. Donc je suis Benoît Fuseau, donc j'ai 2 casquettes. Je suis le RSSI de la CASDEN Banque Populaire. Donc, et je suis aussi président d'une association professionnelle qui est présente au campus, comme vient d'être nommé, qui regroupe 520 entreprises, 1200 participants. Donc en fait, nos membres sont des sociétés, et les participants, c'est vous, moi, qui être à travers les membres. Notre objectif est de faire monter en maturité la cybersécurité. On œuvre pour aujourd'hui être dans une démarche d'utilité publique. Donc on a déposé un dossier pour devenir d'utilité publique. On sera la première association en cybersécurité d'utilité publique si on arrive à aller jusqu'au bout. C'est un travail de longue haleine qui a commencé il y a 5 ans maintenant. Donc voilà, donc normalement on devrait être à la fin du parcours, ce qui va nous donner une reconnaissance auprès des institutions et nous permettre aussi de pouvoir récupérer des dons avec des déductions fiscales pour faire grandir justement les choses et aussi œuvrer justement pour faire monter en maturité. Et ça rejoint un peu, donc juste quelques chiffres, hein, c'est 200 réunions, c'est 17 livrables, donc chaque personne qui intervient, et vous avez tous des personnes qui travaillent autour dans vos organisations dans la cybersécurité, donc
ils sont les bienvenus au Clusif. Hein. Donc, on ne vit que de nos cotisations. On n'a pas de sponsoring. Enfin, quand je dis ça, je ne devrais pas le dire, puisqu'on a 5% de sponsors, 30 000 euros sur 850 000 euros de recettes. D'accord ? Donc, on a besoin de grossir aujourd'hui pour avoir plus de poids. À la table ronde juste avant, il a été évoqué les territoires. On a aussi des Clusirs sur 16 territoires et 6 à l'étranger, justement aussi pour nous aider à rayonner et à constituer un maillage vraiment national. Et même l'ultramarin est représenté, puisqu'on a Papette, la Guadeloupe. Je ne veux pas les avoir tous en tête, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc on essaye de rayonner le plus possible sur les pays majoritairement francophones. Pour l'instant. On verra après s'il y a une autre démarche par rapport à ça. Voilà un petit peu le Clusif. On a 4 grosses conférences, dont une qui est très connue, qui s'appelle Panocrime, qui a lieu au mois de janvier, qui reprend des sources ouvertes et qui sont commentées par des professionnels. Et ces sources, en fait, permettent de comprendre un peu les menaces et de tirer une tendance sur l'avenir. Voilà, donc on est très présent sur l'écosystème au campus cyber, justement pour participer et œuvrer aussi à toute cette actualité et voir comment justement on peut aider, accompagner, etc. J'ai bien rappelé que c'est important d'être présent dans une association professionnelle parce qu'en fait, dans notre domaine, il y a une solidarité qui existe dans peu de domaines. C'est important de le rappeler quand vous avez un incident de cybersécurité dans votre organisation et quelle que soit ta taille. Régulièrement, en fait, il y a des gens qui vous appellent ou qui prennent contact avec vous pour vous accompagner, vous aider, vous permettre d'avoir de la main-d'œuvre, etc. Par rapport à ça. Mais je vais en revenir à mon sujet. J'ai voulu aujourd'hui vous parler des indicateurs cyber sur le middle management. Pourquoi ? C'est parce que j'accompagne une thésarde donc au sein de la CASDEN. On a un contrat en CIFRE donc, qui permet d'accompagner une chercheuse sur justement la recherche. Le constat, c'est que souvent, on manque de choses académiques dans notre domaine pour vérifier en fait ce que l'on dit, ça a vraiment une vérité par rapport à ça. Aujourd'hui, vous avez entendu sur la table ronde précédente tout ce qui est indicateur. On parle de la cybersécurité, mais on voit que les comportements ont du mal à changer. Je crois qu'elle est députée ou sénatrice, enfin je ne sais pas. Elle était députée, voilà, merci. La personne, elle partait du phishing. On fait quasiment dans les grands groupes tous des exercices de phishing et on voit que le taux n'est jamais à 0. D'accord, il y a toujours des gens qui cliquent sur ces choses-là. Et donc, il est important maintenant de travailler sur le changement du comportement. Si je vous prends individuellement, les uns derrière les autres, je suis sûr que vous savez ce que c'est un mail de phishing. Vous savez le détecter parce que vous êtes concentré, parce que vous êtes à un moment précis, etc. Par contre, si dans la vie de tous les jours, et surtout avec nos super appareils qui sont les téléphones, ça, c'est magique pour le phishing parce que vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas concentré et donc, du coup, vous avez tendance à cliquer bien plus facilement. Donc voilà, donc, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent sur la cyber. En plus, on a un monde où on a une communauté qui est très forte, donc on se parle beaucoup. Et donc, ces indicateurs cyber, on fait des super tableaux de bord, mais on a du mal en fait à parler et se faire comprendre. Donc le Clusif aussi, on œuvre aussi pour la vulgarisation. Vous avez vu que sur la table ronde précédente, il n'y a pas eu un vocabulaire technique. On ne vous a pas parlé de firewall, on ne vous a pas parlé de anti-DDoS, enfin de termes qui peuvent être des jargons, qui sont bien sûr dans notre domaine des choses hyper importantes, mais dans votre milieu ou dans le milieu professionnel ou de nos dirigeants, ça ne nous parle pas. Donc voilà, donc la thèse est sur comment les indicateurs cyber peuvent changer le comportement du middle management. Voilà. Et pourquoi le middle management? C'est parce que quand on prend le haut de la strate, comme ils ont souvent des stock options, qu'ils ont des engagements, qu'ils ont des bonus sur justement l'entreprise, c'est souvent des gens qui sont quand même globalement sensibles à l'appétence du risque par rapport à tout ça et par rapport à la cyber. Et donc, le middle management, en fait, est pour nous une cible assez intéressante pour voir s'il y a des comportements qui changent, parce qu'en même temps, ils peuvent influencer sur la stratégie de l'entreprise. Si on arrive à les faire changer de comportement, ils indiqueront à leur top management aussi un certain nombre de comportements qui pourra bouger. Qu'est-ce qui nous a inspiré précédemment, en fait? C'est le cyberscore, justement. On parlait tout à l'heure la députée parlait du cyberscore.
je vous avoue que moi, j'ai du mal à percevoir comment on va le présenter au grand public, ce cyberscore, parce que on a eu des débats avec les parlementaires. Hein. Moi, je suis aussi dans plusieurs associations pour échanger aussi avec les parlementaires. Et pour moi, je vois plusieurs difficultés par rapport à ça. C'est que quand on note quelque chose qui est visible, bah, ça peut énerver certains. Moi, je suis dans le monde bancaire. Si vous me dites que j'ai une note de A, vous sortez mécontent. Le mec, il se dit, on va voir s'ils ont vraiment un A. Voilà. Et si vous mettez pas, si vous n'avez pas une note de A, ça veut dire que, comme les règles sont transparentes, ça veut dire que bah, vous avez certaines lacunes, et donc les personnes malveillantes ont aussi un certain nombre d'informations. Donc voilà. Mais par contre, ce que je trouve hyper intéressant, parce que vous allez tous vers vos courses, c'est que cette notion de scoring et de Nutri-Score, vous l'avez tous en tête. Vous avez tous en tête que le D, bah, surtout là en période où on va partir tous en vacances, c'est pas terrible pour votre corps. Donc vous savez que c'est mauvais. Par contre, je ne vous interdis pas de le manger. D'accord ? Donc vous savez que c'est pas très bon pour la santé, mais par contre, vous savez que prenez un risque. Peut-être d'avoir, si vous mangez trop de D, eh bien, la tendance, c'est bien de faire monter aussi pour éviter que les gens prennent du D, mais plutôt s'orientent vers le A ou le B. Donc, je me suis dit, et donc c'est comme ça qu'on a un peu orienté les choses sur cette thèse, c'est se dire, justement, on a un artefact qui est très intéressant, puisque, marketingement, il représente quelque chose que l'on a tous dans notre vie au quotidien. Donc voilà, donc, on est en train d'expérimenter quelque chose donc, au sein de la CASDEN. Et en fait, l'idée, c'est en fait Et pourquoi j'interviens au nom d'Occlusif, c'est parce qu'en fait, je voudrais que ces travaux académiques ensuite soient repris, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ego. D'accord ? Vous savez que tout le monde aime se comparer, on adore les scores en ce moment, etc. Et donc se comparer entre une entreprise et une autre. Et donc l'idée, ça serait de reprendre en fait ce cyberscore, ou peut-être lui trouver un autre nom si la loi aboutit. Il faudra peut-être trouver un autre nom pour que ça soit complètement interne. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça, ce n'est pas l'objectif de le communiquer à l'extérieur. C'est vraiment le communiquer en interne à nos dirigeants, aux chefs d'entreprise, etc., ou aux chefs de projet, enfin aux métiers, pour qu'ils le prennent plus, justement, et qu'ils comprennent plus cette appétence au risque. C'est ça l'objectif en fait, hein. C'est que justement les gens qui ne parlent pas, enfin qui n'ont pas justement notre jargon cyber comprennent en fait et une appétence au risque. Il y avait une conférence la dernière fois avec le vice-président de Havas qui faisait une remarque qui m'a semblé très intelligente, c'est que en fait quand on ne comprend pas un risque, en fait on ne l'accepte pas. Et aujourd'hui, je pense qu'on a cette difficulté, c'est qu'en fait, on reste encore dans des métiers qui sont très techniques, et donc cette appétence au risque, et tout le monde en parle, hein. Enfin, je veux dire, et moi le premier, voilà. Mais c'est pas pour ça que vous allez changer vos comportements, c'est pas pour ça que, comme vous le comprenez pas, ou que vous dites, ah, c'est tellement technique, on va le mettre de côté. Inconsciemment, souvent, c'est le cas. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qui m'a animé en faisant justement, en poussant ces travaux de recherche, c'est justement de voir s'il y avait vraiment cette appétence par rapport au risque et ces changements de comportement par rapport au risque. Donc, en fait, on a pris 3 choses qui sont extrêmement simples pour calculer cet artefact et qui restent internes à l'organisation dans un premier temps. Après, on verra comment ça évolue, mais l'idée, c'était bien d'initier quelque chose et d'amener surtout des changements. Donc le premier composante, c'est la vulnérabilité. On fait tous du patch management, donc la correction de choses malveillantes ou de correction de failles de sécurité. Donc, est-ce qu'on met bien à jour nos systèmes d'information et surtout cette application en particulier qu'on aura bien identifiée. On parlait de cartographie. Je défie aujourd'hui beaucoup d'entreprises à me présenter la cartographie exhaustive de tous les risques cyber. Moi, je n'en rencontre pas souvent, donc c'est un vieux pieux. C'est comme les CMDB. Régulièrement, on me dit « ouais, moi j'ai une CMDB ». Donc une CMDB, c'est là où on a tous les composants qui se connectent à notre infrastructure. La maintenir à jour, surtout avec les évolutions technologiques aujourd'hui où il y a des machines qui se créent toutes les 3 minutes et qui disparaissent toutes les 3 minutes. L'avoir à jour et savoir ce qui se connecte sur notre réseau, c'est un vrai défi. Donc voilà, donc la première chose, c'était donc le patch management. La deuxième chose, encore un concept très simple, c'est l'obsolescence. Donc l'obsolescence, c'est un système d'exploitation ou un système de programmation qui n'est plus à jour.
Donc ça, encore une fois, ça, c'est pas compliqué à expliquer à nos dirigeants ou aux chefs de projet ou à toute l'entreprise, en tout cas, ce que c'est l'obsolescence. Et le troisième point, ce qui nous semble intéressant, c'est la revue d'habilitation. Qui a le droit de se connecter à l'application ou pas? Parce que ça aussi, souvent, c'est des choses qui ne sont pas forcément faites et maîtrisées. C'est pareil, hein, on voit que toutes les attaques aujourd'hui s'attaquent à ce qu'on appelle l'Active Directory. Donc quand vous vous connectez, vous mettez tous votre login et votre mot de passe. Et donc c'est cet actif qui conserve. Toutes les attaques ont un objectif, c'est de prendre le contrôle de cet Active Directory, donc de voir qui a accès à notre système d'information. Et donc, du coup, l'identité a une importance. Et l'identité aussi dans les applications a une grande importance. Avec donc ces trois grands thèmes, entre guillemets, on va composer notre cyberscore. Donc en fait, pour avoir l'adhésion de tout le monde, on embarque à la fois les directions, on embarque les chefs de projet, on embarque la DSI, on embarque la sécurité opérationnelle, on embarque la SSI, pour justement que tout le monde soit d'accord avec le calcul et en toute transparence, pour pas qu'il y ait de dire « Ah bah oui, mais toi, tu as fait exprès, machin bidule, etc. » Et donc, on est en train de bâtir justement ce modèle. Et c'est là où on est en train de trouver ce qui nous semble le plus pertinent et le plus simple. Et donc, ça va nous donner justement cette lettre. Et on espère justement jouer en comité de direction sur l'ego de nos dirigeants, puisque quand je montrerai que 4 ou 5 applications sur les 10 qui sont les plus critiques pour l'établissement, s'il y a des vulnérabilités ou si elles ont des notes de D, ça va bien provoquer des réactions. Et quand on est dirigeant dans une entreprise, on n'a pas que le risque cyber, il y a plein d'autres risques. Et donc, ce qui nous semblait important, c'est de pouvoir justement matérialiser ce risque cyber, cette appétence au risque, parce qu'une entreprise doit prendre des risques. Mais elle doit les prendre de façon éclairée. Si je dis aux dirigeants, vous avez 3000 vulnérabilités, vous avez 0 revue d'habilitation et vous avez 20% de votre système qui est obsolète, ça ne parle pas beaucoup, quoi. Alors que si je dis, votre application a une note de D, le mec, il pense tout de suite Nutri-Score et il se dit, ah bah oui, il y a peut-être un problème sur mon application. Et donc, on se dit qu'il va y avoir peut-être un changement de comportement. Et c'est ça qu'on voudrait tester, justement, et mettre en avant par rapport à ça. Et ce que j'espère, c'est qu'il y a un des dirigeants du COMEX qui va me faire monter ma note, passer de D, par exemple, à B, parce que les critères ne sont pas très complexes. Et là, en fait, les autres, ils vont venir me voir obligatoirement en me disant « Ouais, il faut qu'on travaille ensemble ». Alors que d'habitude, quand on est RSSI, on carre toujours après le métier pour leur dire « Là, il faut que tu corriges, là, il faut que tu fasses ça, etc. » Alors que là, je vais essayer d'inverser la vapeur pour que justement les gens viennent me rechercher par rapport à ça, quoi. Voilà. Il me reste 20 secondes, donc j'étais pas mal dans les temps. Je vais essayer de m'arrêter là. Je pourrais en parler pendant 3 heures. Hein. Je n'ai pas de sujet. Donc si vous avez des questions, je reste à votre disponibilité. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et puis, voilà. Encore merci, Benoît, pour cette présentation très claire. Vincent Harvert, expert associé au Hub Institute. J'ai le plaisir de contribuer à l'organisation de cette matinée et notamment à la prochaine table ronde avec Manon Dubien, vice-présidente du CEF6, que j'invite à me rejoindre pour présenter cette belle table ronde. Merci Vincent, bonjour à tous. Donc on va commencer cette table ronde. Ben oui, je te laisse convier... Donc mes camarades également du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité. Je vous invite à regarder le site web et puis à vous engager à nos côtés si vous le souhaitez. Donc on a là Hakima Kadri, directrice de la cybersécurité chez IAD Group. Pareil pour Candice Trandai, qui est directrice cybersécurité chez Lefebvre Saru. Et puis Laetitia Dage, qui est avocate en cybercriminalité et surtout en droit pénal. Donc on est ravis de vous retrouver aujourd'hui autour de cette table ronde donc, qui est intitulée « Sensibilisation et formation des collaborateurs aux risques cyber de l'intelligence artificielle générative ». Et on va faire le point tous ensemble. Alors pour entrer d'abord dans le contexte et dans le sujet, puisqu'il y aura bien sûr un grand public qui va écouter cette table ronde, donc il faut absolument que je rappelle que l'IA générative a vu le jour au début des années
en même temps en fait que l'intelligence artificielle, donc plutôt vers les années 1950 et 1960. Et donc c'est grâce à des chercheurs en informatique et en psychologie cognitive qui ont fait leur première tentative de modélisation de la créativité et génération de contenu par les machines. Donc les premiers exemples, c'était les modèles de Markov ou les modèles de mélange gaussien, appelés HMM et GMM. Alors est arrivé le moment où il y a une plus grande sophistication des avancées technologiques et donc une réelle amélioration de l'IA avec l'AGI, l'ANI et l'ASI. Donc là, aujourd'hui, on va être vraiment sur l'AGI, l'intelligence artificielle générative. Donc cette sophistication a amené les réseaux de neurones profonds, comme le GAN, les réseaux adversaires génératifs. Et il y a une réelle avancée, une percée majeure plutôt vers 2014, avec des contenus beaucoup plus réalistes et de haute qualité. Donc on peut donner bien sûr quelques exemples comme StillNet, Transformers en 2017, ou alors RevNet. Donc si on veut vraiment savoir ce qu'est l'intelligence artificielle générative, on va tous sur Wikipédia, on les remercie d'ailleurs. Donc c'est vraiment un type de système d'intelligence artificielle capable de générer du texte, des images et d'autres médias en réponse à des invites, des prompts. Donc en gros, ça désigne les algorithmes utilisés pour créer de nouveaux contenus à partir de données brutes massives, comme l'audio, le code, l'image, les textes, la simulation, les vidéos. Alors, il faut savoir aussi que l'IA gène peut être unimodale ou multimodale. Et on peut aussi rappeler que le premier chatbot qui simulait une conversation avec un thérapeute s'appelait Elisa. Et ça a été créé par le MIT en 1966. Donc vous voyez, ça date de bien avant ChatGPT. Mais il y a eu quand même la sortie de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle générative qui ont porté leurs fruits. Et là, on peut parler de ChatGPT, mais aussi de DALL-E, Stable Diffusion, ou Magenta, ou Midjourney. Cette architecture spécifique est appelée transformateur. Et c'est un réseau neuronal auto-apprenant basé sur le machine learning. Et là, on rentre vraiment dans la définition du sujet. Et on va, pour ce faire, aller un peu plus loin grâce à Akima, qui va nous en dire un petit peu plus sur sa vision et sur cet aspect sensibilisation et formation. Ok, bonjour à tous, merci Manon. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas vous parler des atouts de cette intelligence artificielle générative. Je pense que peut-être que d'autres vont le faire après moi, mais surtout, je pense que le buzz qu'a fait la sortie de ChatGPT, on a parlé assez de ces atouts. Ce dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, pardon, ce sont les limitations de cette IA générative et donc de ses applications. Et entre autres, je parlerai de ChatGPT, excusez-moi, c'est le plus connu, donc on parlera de ça, on le prendra comme exemple, et des risques qui découlent de cette limitation. Rappelons rapidement ce que c'est que les IA génératives. Donc, ce sont des algorithmes qui vont utiliser du deep learning, ou en français l'apprentissage renforcé, qui n'est autre que des réseaux de neurones, pour générer du contenu, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, de manière autonome et sans intervention humaine. Elle repose donc sur de gigantesques corpus de données qu'elle augmente avec leur utilisation. En effet, chaque utilisateur de l'IA générative ou d'une application va contribuer à alimenter son corpus de données. C'est-à-dire un utilisateur qui va faire une conversation avec ChatGPT, il va poser ses questions ou faire des requêtes. ChatGPT va lui répondre sur la base de son apprentissage sur les données qui sont déjà dans son corpus de données. En parallèle, ce qu'il va faire, ChatGPT, c'est qu'il va récupérer toutes les informations qu'il a eues sur cette conversation de cet utilisateur. Il va la mettre dans sa base de données ou de son corpus de données. Et ces données-là vont servir pour l'occurrence qui vient d'après, pour l'apprentissage de ChatGPT. Et bien que on peut imaginer que cet apprentissage, lors de la première phase ou la phase initiale, il y a un choix du corpus de données, il y a un contrôle derrière ou des humains derrière qui vont entraîner le modèle et puis contrôler ce modèle-là. Il faut être sûr que, passé cette phase initiale, il n'y a plus aucun humain derrière et l'apprentissage va se faire de façon automatique et autonome. L'application est donc ouverte
pas de filtre sur les sources de l'information. C'est le cas aujourd'hui pour la plupart de ces applications. Et du coup, il y a des risques par rapport à cette ouverture ou par rapport à ce non-filtre de l'information. On introduit des informations erronées. Ces informations erronées vont rentrer dans l'apprentissage et l'application va générer des réponses erronées. On peut introduire aussi des informations non éthiques. Et du coup, ces informations non éthiques vont rentrer dans l'apprentissage et l'application va générer des réponses nuisibles. ChatGPT, aujourd'hui, on l'a déjà vu, génère des modes opératoires ou des guides pour montrer comment hacker une plateforme, ou encore pire, il génère des tutoriels pour torturer des humains. Et cette génération ou introduction de données erronées pour avoir des réponses erronées, c'est un process qu'on appelle des attaques contradictoires. Et les IA génératives ou les applications des IA génératives, justement, sont guettées par ces attaques contradictoires. De plus, nous, les utilisateurs, nous ne pouvons pas identifier cela. Pourquoi les applications de l'IA générative, ChatGPT ou autres, masquent leurs sources? Contrairement à un moteur de recherche, lorsque vous présentez votre requête, il va vous proposer des réponses avec des sources. L'IA générative ou ChatGPT, il vous donnera jamais quelle source d'information est rentrée dans son raisonnement. Et ça peut être un hacker, un terroriste, on ne le sait pas en tout cas. Il nous est donc impossible aussi de retracer les sources. Les interconnexions des réseaux de neurones à ce stade de l'ampleur de l'application est tellement complexe qu'on ne peut pas retracer les sources. Donc, au résumé, on est face à ce qu'on appelle le phénomène de la boîte noire. On ne connaît pas les sources, on ne peut pas les retracer, l'apprentissage est complexe, aucun moyen de s'assurer de la véracité de la réponse. Un autre point à retenir, ces applications sont limitées dans les informations. Bien que leur apprentissage se fait avec des données du web, leur corpus de données est fermé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de connexion avec Internet ou autre pour récupérer en temps réel toutes les informations. Et donc, leur apprentissage reste limité. Ils se basent sur leur corpus fermé. ChatGPT, par exemple, et selon OpenAI, enfin l'entreprise, est pauvre en événements après 2021. Il a fait tout son apprentissage avec les événements avant 2021. D'ailleurs, pour pallier à ces limitations, des connexions ont été créées avec d'autres systèmes, d'autres moteurs de recherche, d'autres applications. Et cette connexion va aussi créer d'autres risques. D'un côté, le risque d'alimenter le corpus d'informations de sources non contrôlées, puisque, en imaginant s'il s'ouvre au web, on peut imaginer qu'il ramène des informations du dark web. Et d'un autre côté, le risque pour l'application à laquelle il est connecté. Le risque d'infecter ces applications connectées avec des commandes malveillantes qui viennent de l'application elle-même. Enfin, un dernier point très important. Les enjeux majeurs de l'IA générative incluent la responsabilité, la transparence et la protection des données et de la vie privée. Mais est-ce vraiment le cas ? Lorsqu'on n'arrive pas à retracer le raisonnement, que les sources sont masquées, est-ce qu'on peut parler de transparence ? Nous ne savons pas non plus où sont stockées nos données, sachant que même si l'application ne fait pas de copie, imaginons qu'elle ne fait pas de copie de vos données, elle les utilise pour l'apprentissage de l'occurrence qui vient d'après. Et donc, quelque part, elles deviennent publiques. Une chose est sûre, c'est que dans sa version actuelle gratuite, ChatGPT par exemple, ne garantit rien de tout cela. Et c'est pour toutes ces limitations et ces risques induits que le 22 mars 2023, une grande pétition a été publiée sur FurtiLife pour mettre en pause les exigences de l'IA générative. Donc cette pétition appelle tous les collaborateurs d'IA à suspendre immédiatement pendant au moins 6 mois la formation des systèmes d'IA plus puissants que ChatGPT, plutôt GPT-4. Et elle a accueilli à ce jour plus de 33 000 signatures. De ma part, je signerai bien cette pétition. Je ne sais pas vous ce que vous allez faire. Merci. Je vais signer.
Merci beaucoup, Akima. Merci énormément. Donc là, je trouvais intéressant d'apporter une vision aussi juridique et cybercriminalité à ce débat. Donc on écoute tous Laetitia. Merci beaucoup. Alors je vais juste d'abord simplement rebondir sur ce qu'a dit Akima. C'est vrai que là on a vu les aspects négatifs, il y a beaucoup d'aspects positifs aussi, ça va révolutionner de manière considérable notre société, l'intelligence artificielle, ça faut pas se le cacher, mais il va falloir sérieusement l'encadrer et j'y reviendrai sur l'aspect plus réglementaire et législation qui est en train de nous être préparé par le Parlement puis le Conseil de l'Europe. Un point de vue plus personnel, en qualité d'avocat, nous sommes aussi justement confrontés à l'utilisation des différentes plateformes. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'organismes qui viennent aussi nous démarcher parce que nous sommes, je pense, une profession intéressante pour l'intelligence artificielle parce qu'on a des métiers chronophages, on utilise beaucoup de données, c'est un peu ça le cœur au départ, ça va être de la jurisprudence, ça va être de la doctrine, ça va être des dossiers, ça va être des faits, ça va être... Donc voilà, c'est beaucoup de documents, c'est beaucoup de choses à lire et donc forcément on est des cibles parfaites pour ce type d'intelligence artificielle. Alors pour l'instant, on vient nous former et ça se fait sous forme parfois d'une journée où ils sont là en disponibilité dans les cabinets et on peut se relayer pour venir avoir des démonstrations. À ce stade, c'est vrai que ce qui nous est montré sont beaucoup les aspects positifs, bien sûr, le gain de temps. Le gain de temps pour nous, le gain en rentabilité, parce qu'on va se dire que pendant ce temps-là, on peut se concentrer. Et c'est vrai, quand ce sera très encadré, ça pourra peut-être nous permettre de nous consacrer sur tout ce qui est l'aspect plutôt stratégique, parce que c'est finalement ce qui va être l'enjeu pour nous dans les professions juridiques. C'est qu'il y aura une automatisation de certaines tâches, certaines choses type certains contrats, peut-être certaines lettres de mise en demeure, des choses comme ça, des tâches assez répétitives où on adapte en fonction des cas, certes, mais qui pourront peut-être être bien programmées ou bien délimitées dans une intelligence artificielle. Mais donc à ce stade, on ne nous montre pas du tout par contre les risques parce qu'il y en a beaucoup. On est une profession réglementée et réglementée notamment sur tout ce qui concerne le secret professionnel et la confidentialité. Et là, on va se heurter à l'heure actuelle à ce problème du contenu. Tout ce qu'on va mettre dans une plateforme d'intelligence artificielle générative, même si à l'heure actuelle, vous avez beaucoup d'avertissements où on dit bien, c'est pas non plus, ça arrive pas en gros quand vous l'utilisez, mais on vous dit ne pas mettre d'informations confidentielles. Mais si on se met vraiment dans la tête d'un avocat, s'il veut qu'on l'aide finalement à générer ou à synthétiser des données, il va mettre des infos, si on suit vraiment jusqu'au bout le raisonnement, des infos de dossiers qui sont couverts par un secret, de l'enquête, de l'instruction, notre secret professionnel. Donc là, ce qui va se passer, d'ailleurs, il y a un cabinet à l'heure actuelle, Square, qui est en train de développer via une Legal Tech sa propre plateforme avec OpenAI d'ailleurs pour développer son propre IA générative pour pouvoir l'utiliser, en être à terme propriétaire et du coup devenir un responsable de traitement pour les données qu'il mettra dedans. Donc ce qui se passera, c'est qu'on déplacera le problème. Par contre, on sera obligé de former les avocats à l'utilisation de ce type d'intelligence artificielle pour transposer toutes nos obligations confidentialité secret dans une gestion de ce type de système d'information. Et donc ça nécessitera effectivement de délimiter un peu et de les sécuriser. Voilà, pour ce point-là, je vais peut-être laisser Candice rebondir et je reviendrai plus tard sur la législation, si tu es d'accord Manon, pour le côté un peu plus réglementaire. Merci. Merci Laetitia, que de bonnes idées, tu me passes le flambeau. Je te dis d'ores et déjà, en tant que représentante du groupe Lefebvre-Sarrut, expert de l'information juridique, fiscale et réglementaire en Europe, nous avons introduit, et c'est public depuis fin mars 2021, une IA générative dans la recherche d'informations juridiques à destination des avocats et cabinets d'avocats dont, chère Laetitia, tu fais partie. Et précision pas des moindres, et je sais que tu y tiens beaucoup et que tes confrères également, nos algorithmes n'utilisent que des contenus sourcés et vérifiés. Akima, petit clin d'œil, grosse différence avec la boîte noire type ChatGPT. Une fois que j'ai dit ça, n'est-ce pas Manon, tu vas me dire, et donc que se passe-t-il vu de ta lorgnette ? Vu de ma lorgnette, de ma casquette, groupe CISO, donc chef de la cybersécurité au sein du groupe Lefebvre-Sarrut.
Je vais résumer en une phrase très simplement. J'agis autant sur le côté face que sur le côté pile des IA génératives. Au vu de l'annonce que j'ai mentionnée tout à l'heure, vous vous doutez bien que j'ai été sollicitée, et je continue de l'être, par la direction de l'innovation et notre R&D. Et donc moi-même et mon équipe travaillons de manière très rapprochée avec nos têtes pensantes, nos data scientists et nos experts en IA générative dans ce domaine. Donc ça, c'est le côté vraiment face, je dirais, le côté positif, le côté lumineux de la force. Nous travaillons également, parce que c'est quand même l'objet de notre table ronde, à acculturer aussi nos collaborateurs. Je pense que tout le monde sera d'accord pour qu'on se dise bien que les IA, et j'aime bien dire les IA, puisque nous parlons ce matin d'IA générative, mais il y en a bien d'autres types. Donc les IA sont bien arrivées pour rester dans ce bas monde. Donc il va falloir qu'on arrive à vivre avec, travailler avec, et donc il faut bien sensibiliser, former nos collaborateurs à leur utilisation. Là, je vais plutôt basculer au niveau du côté pile, n'est-ce pas, Manon? Une fois que j'ai dit ça, donc j'accompagne mes data scientists, l'innovation, la R&D, j'accompagne mes utilisateurs, mes collaborateurs. Bon, tout ceci est très bien, mais j'ai quand même des responsabilités en termes de cybersécurité. Les IA génératives me posent et m'ont posé d'entrée de jeu des soucis auxquels je dois répondre. Ça ne veut pas dire que je vais empêcher leur utilisation, puisque de toute façon, je ne pourrai pas le faire, puisque les collaborateurs, et je pense que c'est vérifiable dans toutes les entreprises de France, de Navarre et ailleurs, utilisent aussi à titre personnel les IA génératives, et pas depuis 2022, depuis bien avant. Comme l'a indiqué Manon, c'est en réalité une longue histoire. Donc si on a ce souci de pouvoir embarquer nos collaborateurs dans nos entreprises, de pouvoir aussi les faire travailler sur des gains en productivité, en efficience, n'oublions pas ce côté face aussi, hein, qui reste comme un objectif, comme l'a indiqué Laetitia, pouvoir se décharger de tâches, on va dire, à faible valeur ajoutée, pouvoir se concentrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Laetitia parlait de stratégie, et c'est vrai que dans les dossiers avocats, il y a une posture, une stratégie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je travaille en interne, et c'est déjà publié avec la direction de l'innovation et en concertation avec d'autres parties prenantes du groupe. Il y a une charte d'utilisation des IA génératives, et en particulier de ChatGPT, à la fois en contexte professionnel et en contexte personnel. Donc ça, c'était une première itération. Donc si vous voulez, il y a de grands principes fondamentaux du type à faire, à ne pas faire, qui ont été très clairement rappelés par Akima. Et évidemment, je vais aussi plus loin, puisque comme l'a indiqué tout à l'heure Manon, je donne aussi des instructions, des guidelines à mes collaborateurs pour leur montrer dans quelle mesure les attaquants, et c'est une réalité, peuvent utiliser les IA génératives pour des desseins malveillants. Et donc typiquement, je vous donne un exemple très concret. Nous avons d'ores et déjà, et il y en aura d'autres, des chemins d'accès malveillants pour soi-disant de nouveaux plugins d'IA générative qui sont en fait malveillants, des pages web d'IA générative, simili, copycat, ChatGPT, tout ce que vous voulez, qui sont là en fait pour piéger les utilisateurs. Donc toujours rappeler de ne pas utiliser des accès non vérifiés, des plugins non vérifiés à des IA génératives, ça c'est la base. Et aussi parce qu'en général, ces outils-là ont des permissions élevées
Akima l'a indiqué, vers les systèmes d'information ou à titre personnel vers votre machine personnelle chez vous, à la maison. Donc voilà, mon rôle aussi est d'alerter aussi sur ce volet plus sombre, ce volet voilà, que j'appelle le volet pile. Merci beaucoup, Candice. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la législation, la réglementation qui arrive ? Oui, tout à fait. Alors, avant, juste pour un petit rappel, au début, quand sont sorties ces plateformes d'IA générative, ils ont essayé de faire de ce que je peux dire, de l'autorégulation, de l'automodération. Donc, ça consistait à essayer de prévoir des questions auxquelles il ne fallait pas répondre, ou essayer comme ça de limiter un peu tout ce qui va être l'enjeu, c'est-à-dire d'avoir des contenus qui ne sont pas, ou des réponses qui ne sont pas illégaux, et avoir toujours ce respect du principe de non-discrimination et absence de préjugés. Alors, ça a fonctionné, ça a ses limites, parce que si on prend l'exemple de ChatGPT, c'est quand même une société au départ d'une 100 millions d'utilisateurs avec une centaine de personnes qui ont défini eux-mêmes les questions auxquelles il ne fallait pas répondre. Donc, on va à la fois, au bout d'un moment, tourner en rond sur les contenus avec des acteurs du secteur privé qui vont définir eux-mêmes, en fonction de leurs propres valeurs, leurs propres références, un système et un contenu. Donc, eux-mêmes ont tiré la sonnette d'alarme en demandant à ce qu'il y ait une réglementation qui soit mise en place avec un cadre réglementaire. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas rien non plus avant que l'Europe et que le Parlement se penchent dessus, parce qu'on a quand même notre fameux RGPD qui quand même couvre un certain nombre de choses, parce que là, l'enjeu aussi, c'est quand même les données personnelles, toutes les données personnelles qu'on va retrouver, puisque comme l'a très bien rappelé Akima tout à l'heure, c'est une question de contenu, ces plateformes. Donc les données personnelles, notre RGPD, il couvre déjà, il protège déjà tout ce qui est collecte sur Internet, même sans votre consentement. Le but, par contre, c'est de donner des garanties derrière, des garanties de transparence. Ça, c'est vraiment le mot, et c'est vraiment ça qui va guider aussi les travaux du Parlement. C'est objectif transparence en premier lieu. Que vous sachiez, même si on ne vous a pas demandé votre consentement, que vous sachiez qui traite vos données, qu'est-ce qu'elles ont, d'où ça vient, donc les sources et autres. Donc ça, on l'a déjà dans le RGPD, tout comme le droit d'accès. Avoir accès aux données qu'on traite vous concernant, et avoir un droit d'opposition aussi et de rectification quand ce sont des données qui sont erronées. Ça me permet, là, justement, en rebondissant là-dessus, d'évoquer la position des autorités italiennes, le 31 mars 2023, qui, eux, ont interdit de manière temporaire le traitement des données d'utilisateurs italiens, considérant que ça ne respectait pas le RGPD. Donc, en attendant d'avoir une loi vraiment IA, un IA Act, on s'accroche quand même à des textes, une réglementation qui existe déjà au niveau européen, donc comme le RGPD. Donc, ils ont demandé à ce que des mesures soient prises pour rétablir, ce qui a été fait à peu près 3 semaines plus tard. Et les enjeux, c'était justement la transparence, donc l'information des utilisateurs. C'était aussi le fait qu'il y ait des infos erronées et le fait qu'il n'y ait pas de limitation de contrôle de l'âge. Parce que ça aussi, normalement, c'est pas disponible pour les mineurs. Évoquons aussi juste rapidement les plaintes. Donc il y a déjà des plaintes à l'heure actuelle. Pareil, on s'accroche pour l'instant au RGPD, donc des plaintes déposées auprès de la CNIL. On a une plainte de députés français, on a une plainte d'une avocate, et on en a une troisième récemment, pareil, et eux se fondent sur le fait qu'il y a des données erronées les concernant. Donc ils ont fait des tests et ils ont 3 dates de naissance différentes, un cursus qui ne correspond pas, et donc là c'est pas encore trop méchant, mais ça peut être sur d'autres valeurs diverses et variées qui les concernent, ou voilà, un parcours. Alors, point de vue de l'Europe, donc tout ça, ça a commencé, on va dire, vers octobre 2020, où là, il y a eu d'abord 3 rapports qui ont été pris par le Parlement européen. On est vraiment au niveau des députés. Un premier qui visait à assurer des principes tels que la sécurité, la transparence, le respect de l'environnement et des droits fondamentaux. Un deuxième rapport concernant la responsabilité civile. Donc, quand il y aura, pour que le but aussi des députés, c'est que les utilisateurs puissent justement avoir un contrôle, déposer des plaintes, donc il y a une responsabilité des plateformes. Et le troisième, c'était la propriété intellectuelle, parce que ça va se poser cette question, ce sera aussi vrai pour les avocats, quid de la propriété intellectuelle d'une création complète faite par un ChatGPT ou une intelligence artificielle générative, voilà. Qu'il a complètement développé, qui en est le propriétaire.
Alors ensuite, on a eu un développement là. Les travaux européens, il faut savoir qu'elles ne sont pas uniquement sur l'IA générative, mais sur l'IA au sens large. Donc l'approche de l'Union européenne, c'est une approche par le risque. Donc le but, ça a été de définir des niveaux de risque et de classer les différentes IA en fonction du niveau de risque. Donc vous avez le risque inacceptable, donc c'est interdit. Donc ça va être tout ce qui va être cognito-comportemental, ça va être utiliser le score social, ça va être toutes ces choses-là qui sont tout simplement interdites. Vous avez les IA avec des hauts risques. Donc là, ça porte atteinte à la sécurité et aux droits fondamentaux. On va les classer en catégories, toutes les IA qui seront dans les produits qui sont protégés par la sécurité des produits de l'Union européenne, l'aviation, les transports, les jouets. Et ça va se situer au niveau à la fois de la conception des IA, donc les données qui vont être récupérées, et à la fois au niveau de l'utilisation, donc des données qui vont être mises dans les systèmes. Et donc là, il pourra y avoir des exceptions, mais avec des autorisations judiciaires. Ça vaut aussi pour la reconnaissance faciale. La tendance qu'on pourrait avoir pour les autorités de police ou autres, si ça tombe entre de mauvaises mains, sur des vidéosurveillances ou des films en temps réel et à distance, de pouvoir reconnaître des gens. Voilà, ça c'est interdit, ça ne pourra l'être que avec autorisation judiciaire a posteriori, utilisation par la police. Et enfin, les IA à risque limité, donc là il y aura des mesures de transparence minimales à respecter. Et là-dedans, le problème à l'heure actuelle de l'Union européenne, des députés européens qui ont adopté une position de négociation là en juin 2023, donc ils sont d'accord sur les principes sur lesquels ils doivent s'entendre et sur lesquels ils doivent maintenant arrêter une loi, ce que devra faire le Conseil européen, et il s'est engagé à nous sortir un texte d'ici la fin de l'année, c'est de savoir aussi où on met l'IA générative là-dedans. Pour l'instant, on va plutôt la mettre dans la haut risque, ce qui signifiera que le concept et le modèle devraient être enregistrés dans la base de données de l'Union européenne avant toute commercialisation sur le marché européen. Et tout comme le RGPD, ça concernera pas seulement les sociétés européennes, mais tous ceux qui ont vocation à commercialiser dans les pays européens leurs intelligences artificielles. Mais merci beaucoup Laetitia, je vous remercie. On est pile dans le timing et on a fait le point lors de cette table ronde. Alors si je pouvais faire rapidement une rafale de mots-clés par rapport à tout ce que vous avez énoncé, donc on peut dire que l'intelligence artificielle générative est facilitatrice en entreprise, manque quand même l'approche risque, doit rester un outil d'aide à la décision. Il faut un volet cybersécurité et RGPD très fort, c'est très important. Garder un discernement de l'humain, parce que ça manque de contrôle. Il faut avoir une approche IA by design. Il y a bien sûr un problème de secret professionnel, un certain flou juridique, et je revenais à ton terme de no law land. Donc grâce à l'IA Act, peut-être que ça va changer. Il faut des formations en interne dans les entreprises et aussi pour les clients. Il y a un réel enjeu de confidentialité, de réputation pour l'entreprise. Et bien sûr, toutes doivent être sensibilisées. L'utilisateur doit également, lui, être formé. Voilà. On vous remercie tous pour votre écoute. Merci à toutes les quatre pour cette vision très claire, très précise, qui permet de voir un petit peu là où nous en sommes et surtout là où nous allons aller. L'idée, c'est justement de pouvoir poursuivre avec Constant. Constant, je t'invite à me rejoindre sur scène. Donc, Constant est l'IDIA chez Arfang Lab et va pouvoir nous présenter justement l'IA générative et le lien avec la cybersécurité et les métiers. Constant, à toi. Merci beaucoup. Merci au Hub Institute de me permettre je fais un peu de place, de prendre la parole aujourd'hui. Donc, comme le disait Vincent, je suis lead IA chez Arfang Lab, un éditeur français de cybersécurité. Et si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour partager l'état de mes réflexions autour de l'intelligence artificielle générative appliquée à la cybersécurité. Et avec un peu de chance, vous donner quelles sont les opportunités possibles de cette technologie en cyber et potentiellement dans d'autres secteurs d'activité. Je remercie les précédentes intervenantes pour la qualité de leur discussion, puisqu'elles ont posé énormément de sujets et ça va me permettre de gagner beaucoup de temps. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit.
c'est qu'en fait, économiquement, l'intelligence artificielle générative, ça va être une réalité, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que les principaux acteurs se positionnent sur cette technologie, que ce soit les big tech, dans les GAFAM, alors Google et Microsoft en tête. Pour Microsoft notamment, on parle de l'outil Copilot, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une IA générative qui permet de générer du code informatique. Alors il y a eu quelques bad buzz, mais c'est quelque chose qui est utilisé. Et pour Google, ils commencent à intégrer ces technologies dans le Google Workspace, donc Gmail, Google Docs, Slides, etc., qu'on utilise au quotidien. Et toute leur communication et toute leur stratégie est axée autour de ces technologies. Et donc il est fort à parier qu'ils vont continuer à investir là-dessus. C'est le cas aussi dans des grosses entreprises de services, pas forcément des éditeurs. J'étais au Google Cloud Summit la semaine dernière et j'ai eu la chance d'apprendre qu'Accenture annonçait investir, je crois, 3 milliards de dollars dans les IA génératives. Donc dans une boîte de services comme Accenture qui n'est pas un éditeur, ça veut dire probablement qu'ils vont le mettre absolument partout dans leurs prestations. Et donc c'est forcément quelque chose qui va avoir un impact dans nos entreprises et dans l'économie. Et enfin, certes, c'est le cas pour les gros éditeurs, certes, c'est le cas pour les grosses entreprises de services, mais aussi sur le marché de l'innovation. Je ne sais pas si vous avez eu la chance il y a quelques semaines de participer à Vivatech. Il y a une entreprise qui s'appelle Mistral AI, qui était absolument inconnue avant la semaine de Vivatech, qui a réussi, durant cette semaine-là, à lever 100 millions d'euros pour développer un concurrent à ChatGPT et à OpenAI français à destination des entreprises. Lever 100 millions d'euros dans le contexte actuel, c'est quand même pas le plus facile. Et ça traduit littéralement la volonté d'investir dans ces technologies, investir économiquement. Et moi, ce qui se passe dans mon quotidien, c'est que j'ai mon patron, Grégoire Germain, qui entend ça, qui lit la presse spécialisée et qui voit que des entreprises arrivent à lever 100 millions d'euros avec ces technologies. Et donc, il vient me voir, et comme il y a intelligence artificielle dedans, il me dit c'est quoi l'IA générative? Est-ce qu'on en fait? Si on n'en fait pas, qu'est-ce qui nous manque pour en faire? Parce que ça a l'air d'être quand même le prochain truc important. Donc, il vient me voir, mon équipe et moi, c'est l'espèce de griffon avec les puisettes. Il y a une histoire derrière, si vous voulez, je vous l'expliquerai plus tard. Et donc, il me demande des précisions. Or, mon équipe et moi, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire des IA, c'est pas de faire des algos. Ce qui nous intéresse, c'est créer de la valeur. Il se trouve que ce qu'on veut faire, c'est des solutions à base d'intelligence artificielle, mais qui répondent à des besoins. Et donc, quand on me demande de travailler avec une technologie, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers mes utilisateurs. Il se trouve que Arfanglab, c'est une entreprise qui développe un EDR, c'est une brique logicielle qui permet de monitorer un parc informatique. Et les utilisateurs finaux, cette espèce de grande masse de personnes à la fin, c'est ce qu'on appelle des analystes SOC. Donc, comme on a pu le faire sur d'autres technos d'IA un peu plus classiques, on s'est posé la question de l'intérêt des IA génératives pour nos utilisateurs finaux et donc les analystes SOC. Pour ça, il faut déjà comprendre ce que font les SOC. Et comme vous le voyez, ils font énormément de choses. Un SOC, c'est d'abord et avant tout une équipe, c'est-à-dire que c'est un ensemble de personnes dont la mission va être de suivre quasiment en temps réel la santé, on va dire, d'un parc informatique et avec un grand nombre d'outils et donc un grand nombre d'informations, déterminer s'il se passe des choses qui ne sont non conformes, qui ne fonctionnent pas et qui potentiellement mettent en danger l'intégrité du parc informatique qu'ils protègent. On traite déjà pas mal de leurs besoins avec de l'IA classique, puisqu'un SOC, on va leur fournir des modules de détection de cyberattaques, par exemple. Et à cet égard, les analystes SOC ne m'aiment pas trop, puisque quand je leur sors un nouvel algorithme, je leur donne encore plus de travail, puisqu'en fait, il va créer des signaux d'alerte. Et leur travail, ça va être, à partir de ces signaux d'alerte, déterminer s'il y a quelque chose de malveillant, s'il y a quelque chose qui mérite investigation et potentiellement remédiation. Et avant même de se poser la question des IA génératives, on s'est rendu compte que nos utilisateurs, en fait, ils avaient pas tant besoin de plus d'informations, mais plutôt d'une façon de digérer cette information et d'extraire à partir de cette masse un peu informe du signal utile qui leur permet d'aller plus vite, qui leur permet de prendre une décision significative. Et donc déjà avant même d'envisager ces technologies-là, on travaillait à d'autres choses pour permettre un peu plus de contextualisation. Et en échangeant avec eux, je me suis rendu compte qu'il existe au moins 3 cas d'usage qui ne sont pas traités aujourd'hui par les technos qu'on leur propose. Le premier cas d'usage, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un SOC, c'est des personnes qui, en fait, ils sont en guerre. C'est-à-dire qu'il faut toujours être à l'état de la menace, à l'état de l'art de la menace. Et donc pour ça, il faut se renseigner. Il faut
compulser énormément de documents. Il faut savoir que la cyber, c'est une industrie qui est éminemment communautaire. Donc ce qui se passe, c'est que les experts de la cyber, ils vont partager des rapports, parfois très longs, parfois très verbeux, pas très intéressants, il faut quand même le reconnaître. Mais ça peut être aussi des individus qui vont partager du contenu sur Twitter, sur LinkedIn. Et donc il faut pouvoir interagir avec l'ensemble de cette connaissance, de cette base de données communautaire, pour pouvoir extraire de l'information et à partir de cette information globale, déterminer qu'est-ce qui est pertinent pour mon client, pour le parc informatique que je cherche à protéger. Et ça, c'est un poste de dépense de la ressource d'un SOC qui est très très importante. Et en plus, ça nécessite d'avoir des profils qui sont quand même qualifiés, puisqu'il faut savoir si l'information est pertinente et si on peut l'utiliser dans notre cas de figure. Il faut interagir avec de l'information, avec des sources hétérogènes, mais il faut aussi interagir avec des données. Je vous le disais, les SOC, ils ont énormément d'outils aujourd'hui. C'est un peu la course à l'échalote de tous les outils qu'on peut fournir à un Security Operations Center. Et donc, ils ont besoin d'interagir avec ces outils numériques et les bases de données qu'il y a derrière. Et ça nécessite souvent d'avoir la technologie qui permette d'interagir avec cette donnée. En termes un peu techniques, c'est avoir le bon langage de programmation qui permet d'interagir, de faire une requête sur ces bases de données. Et ça leur nécessite de développer des compétences pour ces outils qui ne sont pas des outils de cyber. C'est des outils d'interaction avec des bases de données. Et donc ça nécessite de passer du temps là-dessus pour pouvoir extraire le signal utile et pouvoir prendre une décision éclairée. Et typiquement, cette décision éclairée, c'est lorsqu'on a identifié à partir de l'état de la menace, à partir de l'état de mon parc informatique, qu'il y a effectivement quelque chose qui cloche. C'est un peu comme chez le médecin. On sait qu'il y a une maladie, on a constaté les symptômes. Qu'est-ce qu'on fait pour se soigner? Et bien là, il faut faire une remédiation. La remédiation, ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être quelque chose de très compliqué. La plupart du temps, c'est pas quelque chose de complètement décrit. Donc il y a une phase de réflexion autour de cette remédiation. Et c'est là qu'on a besoin de compétences cyber pointues. C'est là que les profils les plus seniors sont sollicités pour déterminer ce qu'il est nécessaire de faire pour juguler le risque auquel le parc est exposé. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que ce qu'on fournit aujourd'hui, avec les IA classiques ou les nouvelles approches qu'on cherchait à proposer, ne couvrait pas ces trois besoins qui sont des besoins fondamentaux pour un SOC. Et il se trouve, vous me voyez venir, que l'IA générative permet d'apporter une réponse à ces problématiques. Pour la simple et bonne raison que les IA génératives, comme il a été dit précédemment, c'est des choses qui permettent d'interagir avec du contenu qui a déjà été créé. Et donc, une des premières fonctionnalités, c'est de faire tout simplement de la synthèse. Alors, c'est pas uniquement une synthèse bête et méchante, c'est pas juste résumer un contenu en quelques mots, c'est aussi la possibilité de poser des questions à un contenu. Je prenais l'exemple des rapports de chercheurs en cybersécurité qui peuvent prendre plusieurs cinquantaines de pages. Et ben on va pouvoir interagir, on va pouvoir fournir ce contenu à l'IA générative, et on va pouvoir poser une question à cette IA en lui demandant est-ce que, sachant que ma configuration c'est ça, 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 est-ce qu'il y a quelque chose dans ce document qui doit me concerner? Et ça, c'est un gain de temps énorme, parce que ça permet d'extraire le signal utile de l'information. Et donc, ça va être une capacité d'interagir avec le contenu textuel, le contenu de veille. Vous le voyez aussi, interagir avec du contenu textuel, c'est aussi interagir avec de la donnée. Et donc, pour notamment les requêtes, quand on va chercher à requêter de la donnée sur des systèmes d'information, en fait, l'IA générative va se substituer à la nécessité d'utiliser un langage de programmation et de requête particulier, et on va lui exprimer notre besoin dans un langage naturel, et ça sera à sa fonction de traduire ce besoin en un langage dédié. Et donc l'utilisateur qui aura besoin de la donnée n'aura pas besoin de connaître la techno sous-jacente, n'aura pas besoin de s'approprier finalement cette technologie qui, la plupart du temps, ne l'intéresse pas particulièrement. Et ce sera l'IA qui va générer la requête. Et c'est pourquoi Andrei Karpathy, au début de l'année, a dit que le nouveau langage de programmation à la mode, c'est l'anglais ou le français, enfin en tout cas le langage naturel, puisque c'est précisément cette utilisation qui va être faite. Pour rappel, Andrei Karpathy, il a longtemps travaillé à l'IA chez Tesla, et depuis le début de l'année, il est retourné chez OpenAI, c'est un grand copain d'Elon Musk, et il croit beaucoup à ce qu'il appelle le software 2.0, c'est-à-dire le jour où les machines vont écrire du code pour les machines. Donc on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'en fait, on va simplement interagir avec nos bases de données comme on interagirait avec quelqu'un, en utilisant du langage naturel. Et enfin, et c'est ce qui se disait dans le panel précédent, et c'était très intéressant, pour la partie remédiation, ce qui se passe aujourd'hui dans un SOC, c'est que les profils les plus seniors, les N3,
vont faire des listes procédurales de vérification qu'ils vont donner ensuite aux profils les plus juniors pour traiter les alertes qui sont les plus usuelles, les plus simples. L'idée, ce serait de pouvoir utiliser ce contenu qui existe, soit parce qu'il est déjà documenté, soit parce qu'on l'a déjà créé, pour ne plus avoir à le faire explicitement, mais pour reposer sur une IA générative qui le fournira à un profil junior sans avoir à solliciter la compétence d'un profil senior et sans avoir besoin de l'écrire explicitement. Avec cette promesse de pouvoir le prendre en compte en continu, avec ce qui a été évoqué précédemment, les réentraînements réguliers. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ce sera des choses qui seront propres à son contexte, et donc on maîtrisera encore plus le périmètre d'action de ces remédiations. Alors maintenant que je vous ai dit ça, vous êtes tous convaincus, on va mettre de l'IA générative de partout, c'est super, qu'est-ce qu'on attend? Et en plus, ça va probablement remplacer des gens, puisque je ne sais pas s'il y a beaucoup de développeurs dans la salle, mais on peut se dire, en fait, il suffit juste de parler dans du langage naturel, il n'y a même plus besoin de coder, il n'y a même plus besoin de développer, il n'y a même plus besoin d'avoir des compétences spécifiques. Évidemment, non, il y a un hic, et ce hic-là, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Alors, j'aime pas ce terme d'hallucination, je trouve que c'est une forme de romantisme anthropomorphique délicieux, puisque ça sous-entend que la technologie, les IA génératives, que cette technologie est capable de penser, voire de rêver, de laisser son esprit vagabonder. C'est pas le cas, hein. C'est des technos qui n'ont pas conscience de ce qu'elles font, qui n'ont pas conscience de ce qu'on leur demande, et d'une certaine façon, et ça sera intéressant d'en discuter plus tard, qui ne peuvent pas être tenues responsables du contenu qu'elles génèrent, puisque c'est une distinction qui est importante, c'est du contenu qui est généré, qui n'est pas créé. Et généré avec la finalité d'en faire quelque chose de plausible. Et plausible ne veut pas dire vrai. Et donc une utilisation de ces technologies est pertinente si on arrive à faire coller ce plausible vers le vrai. Donc les hallucinations, on en a tous vu. Il y a probablement quantité d'exemples auxquels vous avez été confrontés. Le plus récent en date, c'est sur ChatGPT, pour ne pas le citer, un utilisateur lui dit combien font 4 plus 3 ? Et ChatGPT répond 7. Et il dit non, ma maman elle me dit que ça fait 8, je suis sûr que c'est 8, donc je crois que tu te trompes. ChatGPT de lui répondre non, non, je suis quasi sûr que 4 et 3 font 7. Non, ma maman a toujours raison, donc 4 plus 3 ça fait 8. Et au bout du deuxième échange, ChatGPT lui répond vous avez probablement raison, je suis désolé, 4 et 3 font 8 et non pas 7, je ne referai plus cette erreur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algo ne fait pas l'addition, l'algo ne sait pas ce que c'est que le concept d'addition, et que, compte tenu de l'échange insistant avec l'utilisateur, il est plus plausible de lui donner raison que de fournir une réponse mathématiquement réelle. 4 et 3, ça fait 7, j'espère que tout le monde en conviendra. Donc l'enjeu, c'est qu'il va falloir traiter ces hallucinations, et donc on ne pourra pas suivre aveuglément ces technologies. Le but, c'est pas de faire des IA autonomes, pleines, décisionnelles qu'on pourra suivre aveuglément. Ce sera plutôt des outils d'échange, des outils d'interaction avec lesquels on va itérer sur un contenu qu'on souhaite générer. Si je prends un autre exemple, vous avez probablement vu des personnes qui ont fait des posts LinkedIn ou des campagnes de mailing directement avec ChatGPT. Ceux qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, parce que si on ne relit pas, on se rend bien compte que c'est des choses qui sont un peu limitées et qui ne sont pas forcément intéressantes et profondes. Et à l'inverse, je suis quasiment sûr que tous ceux qui ont utilisé une IA générative dans la salle l'ont fait en prenant une partie du contenu, peut-être en interagissant directement en disant reformule-moi cette partie, voire en changeant directement à la main. Et c'est précisément comme ça qu'il faut utiliser ces technologies, ce qui m'amène à différents éléments de conclusion. Le premier, c'est que ces IA génératives ne vont pas mettre les SOC au chômage, et probablement d'autres produits, puisqu'en fait on ne pourra pas les remplacer. En revanche, comme le besoin sera non pas de générer un contenu à partir d'une feuille blanche, mais à partir d'un contenu généré, en vérifier la pertinence, faire coller le côté plausible avec le côté pertinent, ça va mécaniquement baisser le niveau requis à l'embauche, notamment en cybersécurité, ce qui est un enjeu, parce qu'il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais en France, on parle de 350 000 postes à pourvoir sur le sujet, en Europe, 3,5 millions. Pour contextualiser, j'aime bien dire que 1,5 million, c'est le CAC 40 dans le monde, donc il y a plus de 2 CAC 40 en cybersécurité à pourvoir. Le corollaire, c'est que la montée en compétences des profils les plus juniors en cybersécurité va être accélérée, puisqu'en fait, ils vont disposer en permanence d'un coach qui va tout le temps répondre à leurs questions. Alors peut-être pas toujours de manière extrêmement pertinente, mais comme ça pourrait être avec une formation classique avec des profils seniors, peut-être que certaines réponses seront légèrement erronées, mais on aura accès à cet outil qui va nous permettre d'échanger et d'affiner sa connaissance plus rapidement. Et donc la mauvaise nouvelle, c'est que Clippy va revenir. L'horripilant assistant Microsoft Word du début des années 2000 qui venait à chaque fois vous embêter pour dire qu'il faut mettre en forme le fichier. La bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle, c'est que Clippy, et ça a été annoncé par Microsoft, va être
augmenté par ces capacités-là d'IA générative, et avec un peu de chance, il sera un petit peu plus utile que ce qu'on a pu voir lorsqu'il a été présenté. Je suis pile poil dans les temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci Constant pour cette vision éclairée et surtout l'introduction parfaite dans ta conclusion pour faire venir Cédric de School Group, qui va pouvoir parler justement des besoins en formation et concrètement de la School of Cyber. À toi Cédric. Merci Vincent, merci Constant. En plus, c'est une bonne transition sur les compétences et les pénuries de talents. Donc on va reparler des chiffres. On n'est pas toujours d'accord sur les chiffres, mais on n'est pas loin de ces chiffres-là. Alors l'avantage d'un intervenant dernier, c'est qu'on n'est plus stressé trop par le temps. Mais alors l'inconvénient, c'est que tout a été dit et que je vais un peu vous répéter des infos que vous avez déjà entendues. Dans l'autre sens, hop là. Donc aujourd'hui, il y a une explosion des menaces et depuis quelques années, elles augmentent régulièrement. Et en parallèle, et c'est le vrai sujet pour les entreprises, il y a une explosion considérable des coûts liés aux cyberattaques. Donc personne n'est épargné. On a aujourd'hui toutes les 14 secondes une entreprise qui est victime d'une attaque par ransomware. Ça représente à peu près 27% en termes de coût du CA annuel d'une entreprise. Un coût médian par attaque de 50K et une estimation de 115 milliards de dépenses cyber d'ici 2025. Donc ça devient un vrai sujet pour les entreprises, ce qui était encore... on va dire, sur des micro-sujets qui étaient surtout les grandes entreprises. Aujourd'hui, ça attaque tout le monde. Donc, en 2022, selon l'ANSSI, il y a eu 831 intrusions. Donc, il y a eu les hôpitaux, les collectivités, les grandes entreprises. Ça, c'était le cas déjà depuis un moment. Et maintenant, même les petites et moyennes entreprises, et tout à l'heure, Benoît en parlait, c'est que comme on a attaqué les grandes entreprises et qu'elles sont protégées, maintenant, qu'est-ce qu'on attaque? On va attaquer les fournisseurs et toutes les autres portes d'entrée dans l'entreprise. Et pourquoi on s'embêterait à essayer de forcer une porte quand la fenêtre à côté elle est grande ouverte? Donc les cybercriminalités, c'est la même chose que pour un voleur lambda, il va utiliser les moyens d'entrée dans l'entreprise. Donc Perle en parlait dès le départ, et moi je le ressors à la fin, c'est que la question n'est pas de savoir si on va subir une attaque, mais quand on va la subir. Donc l'accession du numérique aujourd'hui a fait une augmentation du risque cyber pour les entreprises. On passe donc du coup d'une confiance implicite maintenant à un zéro trust. Et le troisième sujet pour les entreprises, c'est le besoin de talent pour accompagner ce changement. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc le gouvernement a aujourd'hui fait une projection de 37 000 emplois créés d'ici 2025. Wavestone avait fait l'an dernier une étude qui donnait à peu près 15 000 postes non pourvus en cybersécurité en France. Et à l'échelle mondiale, alors tout à l'heure, Constant disait européenne, moi j'avais mondial, on est sur 3,5 millions de postes à pourvoir dans les 3 ans à venir. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Alors tous les métiers sont concernés, hein. On avait un besoin vraiment d'ingénieurs à une époque, aujourd'hui on a besoin d'ingénieurs, on a aussi besoin de consultants et d'architectes pour accompagner ces changements. Pour faire simple, les deux filières qu'il y a aujourd'hui, et je vous ai mis un peu en relief ce qui nous concerne nous, donc il y a les écoles d'ingénieurs, les écoles de management. Les écoles d'ingénieurs, il n'en manque pas, il y en avait quand même depuis un moment qui forment à la cybersécurité. Aujourd'hui, il y a moins d'écoles de management, et nous on s'est positionné sur justement les écoles de management, et on a créé une école de management School of Cyber. On forme essentiellement pour l'instant sur Bac+3, après des Bac+2, on accompagne les jeunes. Alors sur 2 sujets, puisqu'on n'a pas qu'une école de cyber, on a aussi une école de data. Donc en 3e année de bachelor, ils vont se former sur les 2 sujets pour s'orienter en master, soit sur la data, soit sur la cyber. Et sur la cyber, on délivre sur un titre expert, un titre RNCP, qui est du coup déposé chez France Compétences et qui permet, on en reparlera après, aux OPCO de financer les formations. Et on aura vocation à plus long terme à faire de la formation continue, la reconversion, accompagner les collaborateurs, la remise à niveau et pas mal de sujets. Et on va travailler sur le plus long terme, main dans la main, notamment avec l'Occlusive, sur ces sujets-là de certification et d'évolution du secteur. Les grandes familles de métiers, alors j'ai réinventé, hein, j'ai été reprendre la source ANSSI qui nous fait les grandes familles, et je vous ai mis un peu en relief ce que nous, on va cibler comme métier. Donc des métiers de directeur de la cybersécurité, de RSSI, qui va être vraiment le vrai sujet,
de chefs de sécurité de projet, d'auditeurs de sécurité organisationnelle, les analystes, les gestionnaires de crise, des consultants et des formateurs, et notamment les consultants et formateurs, parce que ça va être le vrai sujet pour l'entreprise, c'est d'arriver à détecter les failles avant et de pouvoir y pallier. Alors pourquoi School of Cyber? Avec l'Hub Institute et avec Perle et Vincent qui m'ont fait venir ici, on a un sujet, on a toujours ce sujet-là, c'est de ne pas être one more school. C'est de ne pas venir augmenter le panorama des écoles, on va créer une autre école qui fait toujours la même chose, quoi. Alors, on a Calliope comme toutes les écoles, donc là on est toujours one more school à ce niveau-là. On a fait venir des intervenants experts pour former les jeunes en cybersécurité, comme beaucoup d'écoles le font. Elles ne font pas venir des experts en pâtisserie pour former des gens en cybersécurité, ça on le sait. Là où on devient plus one more school, c'est que les étudiants profitent de l'écosystème. D'ailleurs, je passe le bonjour à nos futurs étudiants qui nous suivent en direct, en exclusivité. Ils sont les seuls à pouvoir nous suivre là en direct. Il y a un vrai réseau d'entreprises. On va pouvoir s'appuyer sur ce réseau d'entreprises, qu'on fait déjà depuis le début. Nos intervenants qu'on a pu recruter sont dans ce réseau-là. Et ils vont pouvoir profiter des forums à long terme, des activités, des travaux du Hub Institute. Et ils vont pouvoir aussi participer à ces travaux-là. On a pour ambition demain de pouvoir accompagner ces jeunes-là en les mettant dans des situations, dans des business cases. On va créer avec certains COMEX d'entreprises de partenaires, justement, des analyses, des audits de la cybersécurité de l'entreprise pour pouvoir faire une restitution auprès des COMEX et pouvoir dire aux COMEX, voilà ce que les étudiants ont pu relever. Et ça va permettre aux étudiants d'être sur un cas concret et de pouvoir se confronter à ça. Ensuite, on a un comité de pilotage qui est composé uniquement de membres et du réseau du Hub Institute. On est adhérent au CLUSIF, ce qui nous paraissait, c'est la première chose qu'on a fait. On a été voir le panorama des acteurs et ce qui était le lecteur pour nous le plus proche de ce qu'on faisait, c'était d'aller vers les RSSI. Donc, on s'est rapproché d'un RSSI par le plus grand des hasards pour lui demander d'être formateur. Et le hasard a fait que ce premier RSSI qu'on a contacté était Benoît Fuseau et qui du coup était président du CLUSIF. Donc on a fait d'une pierre deux coups, on s'est rapproché d'un RSSI, d'un formateur, et puis du coup on a tout de suite intégré le CLUSIF parce que c'était pour nous l'endroit où on va trouver le plus de futurs tuteurs, de maîtres de stage, de gens qui pourront accompagner. Parce que je le précise au passage, on a à cœur d'être professionnalisant. Moi, mon seul unique job, c'est de aider un jeune à avoir un job demain. C'est mon job, c'est qu'ils aient un job. Donc pour ça, on est avec le Institut sur un critère qui est très simple, c'est de faire que de l'alternance et de mettre très rapidement les jeunes à l'étrier et de pouvoir être directement sur un métier en se formant sur 1 semaine de cours par mois, 3 semaines en entreprise. Et on s'est rapproché aussi de Cyberjobs, qui est une plateforme qui est spécialisée dans la cybersécurité et dans le recrutement de jeunes en alternance. Alors, comment vous pouvez nous aider aujourd'hui? Il y a 2 façons de vous impliquer dans cette formation. La première, elle est très simple, c'est ceux qui ont des appétences et qui ont des envies de venir donner des cours, donner du savoir, partager, aussi prendre, parce que c'est l'occasion pour voir où en sont les jeunes, où ils en sont et comment ils voient l'avenir, et de pouvoir échanger avec eux. Alors, on a plusieurs formats. On a des formats d'1 heure, 2 heures, sur des masterclass, pour ceux qui auraient soit pas de temps, soit pas forcément la capacité à monter des modules. Et après, on peut basculer sur des modules de 7, 14, 21 heures, selon vos disponibilités et selon la construction que vous avez pu avoir du module. N'hésitez pas, on vous accompagne, on vous aide sur cette expertise pédagogique. L'essentiel pour nous, c'est qu'on vous apporte l'ingénierie pédagogique et vous nous apportez l'ingénierie métier cyber. Voilà. Et si la deuxième chose, très importante, la deuxième chose, comment vous pouvez vous impliquer, et alors là, c'est même pas comment vous impliquer, c'est comment nous, on peut vous aider, c'est avec vos offres d'alternance. Si vous avez des offres d'alternance, envoyez-les nous, et on vous fera suivre 2, 3, 4 CV qu'on aura sélectionnés parmi les jeunes qu'on a en recherche d'alternance. Lieu de formation, donc on a 2 lieux en gros. On a un lieu parisien dans lequel il y a les salles de cours, le lieu de vie, une administration qui est classique. Et on a ce 2e lieu dans lequel vous êtes, où les jeunes vont venir régulièrement assister à des masterclass, des forums. L'an prochain, ils assisteront avec vous à ce train and working sur la cybersécurité. Ils seront avec nous le 12 décembre. Vous pouvez déjà noter le 12 décembre, où il y aura un forum dédié à la cybersécurité organisé par l'Hub Institute. Et ils pourront y participer. Voilà, finalement c'est passé pile poil. Il me reste 1 minute pour vous remercier de votre attention, d'être à votre disposition si vous avez des questions après.
Et si jamais vous voulez qu'on se voit pour parler d'implication, d'avenir, de formation, de vos sujets, on peut aussi prendre vos sujets, vos préoccupations, et on peut monter des formations pour vous. On peut faire des classes dédiées pour ceux qui auraient des volumes conséquents. On parlait le jour à quelqu'un qui avait besoin de 100 personnes en cybersécurité. Là, on peut faire vraiment des formations dédiées avec une acculturation à votre entreprise, et on peut avoir un parcours qui est vraiment voilà, pile poil. Je te donne ces 20 secondes qui me restent, Perle, et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cédric pour ce mot de conclusion sur la formation. Je pense que toute transformation, toute innovation implique de la formation. On a parlé beaucoup aussi d'outils ce matin, comme pour chaque... tout ça reste des outils, donc il faut pouvoir former, il faut pouvoir accompagner, et ce à tout âge de la vie et de la carrière professionnelle. Un grand merci aux intervenantes et intervenants de cette matinée pour avoir pris le temps de partager vos expertises respectives, d'avoir effectivement rappelé à la fois des éléments fondamentaux et puis en même temps d'avoir donné un peu de perspective à tous ces sujets autour de la cyber. Comme l'a très bien souligné Cédric, on se donne rendez-vous encore en 2023, le 12 décembre, pour un événement qui se voudra un petit peu plus large et justement venir aller un cran plus loin sur les sujets qu'on a évoqués ce matin. Il y aura un article effectivement un peu replay de cette conférence où vous pourrez retrouver un petit peu tous les éléments clés partagés par nos différents intervenants. N'hésitez pas, si vous avez des besoins, si vous avez des sujets, si vous voulez contribuer à échanger avec les équipes du Hub Institute. Je suis là, Vincent est là, deux Vincent d'ailleurs, Vincent Harvert et Vincent Ducré, et puis Héloïse aussi, le reste des équipes, pour que on puisse co-construire tous ensemble. Comme tu l'as très bien rappelé tout à l'heure dans ton intervention, c'est un sujet que tout le monde doit prendre en main à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les secteurs. Donc on sera ravis de contribuer, nous en tout cas à notre niveau, à la sensibilisation et à l'accompagnement des entreprises sur les sujets cyber. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous, et puis pour ceux avec qui j'aurais pas le plaisir d'échanger ce matin, je vous souhaite quand même de bonnes vacances d'été, et puis effectivement on se retrouvera à la rentrée pour un programme aussi ambitieux que l'année l'a été, et les prochains mois. Merci à toutes et à tous.